Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon jour de repos hier, si vous en avez pris un. Évidemment, c'était pas le meilleur jour pour le faire, journée qui était assez cataclysmique. Comme d'habitude, rien ne se passe en fait, jamais à Wall Street. On verra, on va parler de ça juste après. On commence bien évidemment par les crypto-devises. On va faire donc le dernier point Ethereum avant un bon moment. Donc voilà. Alors par contre, je vais être franc. Donc déjà côté Bitcoin. Faudra peut-être revoir le scénario ou pas, je sais pas. Bon, moi je suis pas super enjoué d'acheter ça à 6 000 $. Donc au pire, je préfère passer mon tour. Encore une fois, hein, moi je vous l'ai toujours dit. Je spécule, je suis prêt à faire un investissement de long terme sur des cryptos parce qu'il me semble qu'il y a un cycle de long terme. Maintenant, j'achèterai à un prix qui me convient et si le prix qui me convient, il n'est pas présenté, je m'en fous de ne pas avoir des bitcoins. C'est pas très très grave. Si jamais ça devait prendre le pas sur les cryptos, sur les fiat, tout simplement, je pourrais quand même en acheter quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi je préfère rester à l'écart pour l'instant sur le secteur crypto côté Bitcoin. Donc surveillant, voilà, en surveillance, mais voilà. Bon, moi ce que j'ai devant moi m'invite pas nécessairement à être extrêmement bear. On est bien sur le schéma que je vous avais donné, c'est-à-dire ça racle ici en haut, et puis là, hop, on racle en bas, on prend tous les couillons, et en fait on fait phase haute, phase basse, et puis ici ça casse pas le support. Ça laisse deux options, hein. Soit on remonte un peu avant de bien retomber et de faire la même chose en fait que l'Ether, soit tout simplement c'est fini, c'est terminado, et en gros Ether tout le monde a fait son bottom, Bitcoin aussi, et puis Bitcoin va se rediriger petit à petit, en tout cas va essayer de tenir son support et d'essayer de se rediriger gentiment vers la résistance. Maintenant, bon voilà, moi je vous ai dit, j'achèterai pas BTC tant qu'il m'aura pas fait la traversée du désert. Il peut très bien éviter la phase de purge pour une raison X ou Y si c'est pas nécessaire. Encore une fois, la purge, je vous l'ai toujours dit, j'ai été clair là-dessus, c'est une étape qui est nécessaire pour sortir les acheteurs spéculatifs. Maintenant, si ça se trouve, il y a déjà plus d'acheteurs spéculatifs ou très peu dans le Bitcoin, et dans ce cas-là, ça justifie pas la rentabilité de l'opération de chasse au stop. Et dans ce cas-là, on la fait pas. Et les prix ici suffisent et se contentent à eux-mêmes. Et en fait, du coup, les gens investissent sur ces prix-là. Donc c'est possible que ce soit également ce scénario-là. Mais dans ce cas-là, moi, je veux une traversée du désert. C'est-à-dire, je veux des prix qui se maintiendront entre le bottom des 5005. On va dire, on peut aller jusqu'à 5005. Hein, attention, faut pas flipper. Mais tant qu'on casse pas ça, je vois pas de... Voilà. Il n'y a pas de raison de flipper. Mais voilà, on peut faire mumuse entre les deux. Je pense toujours, pour ma part, que c'est quand même le Sud qui privilégie. Maintenant, on peut très bien avoir la corrélation inverse. Ici, Bitcoin a très bien réussi à monter alors que les altes étaient à plat. On peut très bien avoir un Bitcoin qui descend et des altes à plat. Hein. Moi, ça me contre-indique, ça n'a aucune contre-indication. Je vous dis maintenant, il faut vraiment prendre les deux de façon indépendante. Bitcoin, Ethereum, les autres altes, vous traitez ça comme vous voulez, mais il faut les traiter tous de façon indépendante et certainement pas de façon corrélée. Voilà, hein, quand vous voyez ça et ça, enfin ça et ça, vous vous dites, bon, effectivement, la corrélation, là, quand même, elle est un peu plus chère, quoi. Alors que tout se suit bien, hein. Regardez, quand je switch bien les deux, vous voyez bien qu'il s'agit des mêmes cycles et tout, mais là, franchement, on a carrément changé ces deux destins différents. Donc voilà, pour la partie Ether, moi, comme je vous l'ai dit, ça s'est joué. Alors, je vais peut-être payer un peu vite. Il y a les éléments que je recherchais, à savoir une bougie avec du volume, et on a même fait là, on a bien fait une mèche basse. Bon, je serais franchement pas surpris qu'on aille rect un bon paquet de stops pour aller, je sais pas, par exemple 180, qu'on aille chercher cette zone-là. Par exemple, ça me choquerait pas qu'on aille chercher les 220, qu'on essaie de glisser légèrement en dessous pour faire chier le monde. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas encore eu un volume complètement astronomique et on n'a pas encore cassé les résistances. Donc on fait notre dernier point Ether, voilà. D'un point de vue comme ça graphique, pour moi c'est pas fini, quoi. Voilà. Je m'attends même à ce qu'on aille encore un peu plus bas. Donc un peu plus bas, ça laisse les prochains niveaux, 220, 200 et compagnie. Je dis encore une fois, dans ces phases-là, seule l'imagination et le nombre de stops à déclencher servent de limite. Donc en fait, quand on aura déclenché tous les stops et puis que derrière les gens vont se mettre à acheter, ok. Pour l'instant, je vois pas une grande euphorie acheteuse non plus. Donc je vous appelle à la prudence, comme toujours de toute façon. Hein, normalement, si vous avez fait buy and hold, prudence, pas prudence, vous en foutez. Comme je l'ai dit, à ce stade-là, vous avez payé un bon prix. Vous faites vraiment ce qui colle avec un scénario de buy and hold, c'est-à-dire un investissement. Je mets mon pognon, j'attends que la phase de stress se termine. Tant qu'on est en phase de stress, vous ne regardez pas les graphiques. Sinon, tout ce que vous allez y gagner, c'est à avoir peur, sortir. Voilà. Donc non, on ne gère pas son risque. Dans un investissement, il n'y a pas de gestion du risque. Dans un investissement, la gestion du risque, vous l'avez faite tout simplement en prenant pas trop de risques, en choisissant le montant du capital que vous souhaitiez allouer à cet investissement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, maintenant que j'ai défini bien mon truc, c'est ça la gestion de mon risque. Combien je
suis prêt à perdre sur ce pari binaire qui est donc soit ça valide, soit ça valide pas, et ça va à zéro. Voilà. Donc c'est vraiment ça pour moi le choix binaire. Et entre guillemets, tout ce qui est la phase gestion du risque spéculatif, qui est primordial et doit être fait de façon précise dans des trades spéculatifs, là on s'en fout. Voilà, je m'en fous complètement. Je trade avec de l'argent que je peux perdre à 100%. Voilà. C'est pas comme dans un trade spéculatif où je commence doucement et puis après je mets de l'argent, mais il faut gérer le risque parce que si derrière le risque revient, vous perdez plus de pognon que vous en avez sur le compte. Donc il faut faire attention. Voilà. Allez, parenthèse refermée. Donc voilà, toujours pas grand-chose à ajouter sur les parties Bitcoin, Ethereum. Voilà, Bitcoin, ça travaille, mais là encore, je ne vois pas de signaux d'achat, je vois que des signaux de range, et de range avec forte probabilité de baisse. Donc pour l'instant, ça reste baissier pour moi, et jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, attention, quand on lessive à la baisse comme ça, je dis généralement, on peut avoir une petite lessiveuse qui remonte un peu, et attention, voilà. Bon, moi, des côtés daily, ce que je vois, c'est clairement ça, et je pense que c'est ça qui drive, c'est le fait que pour le moment, oscillation haussière, mais attention, l'oscillation haussière, quand on la passe comme ça à plat, pas très très bon signe en général. Maintenant, voilà, si ça s'est validé aujourd'hui, le momentum ne confirme pas, mais attention, ça c'est bien une pattern de momentum, je vous rappelle, où on fait surachat et on monte comme des couillons, survente et on enfonce comme des imbéciles. Pour moi, ça c'est une pattern qui peut tout à fait donner un momentum haussier. Donc si jamais ça clôture comme ça ce soir, moi je suis plutôt pas contre ceux qui voudront acheter des bitcoins. Maintenant, vous le faites dans la mesure... C'est vous qui voyez. Voilà. Moi, je ne les achèterai pas, je vais y aller clairement, je ne les achèterai pas ici. Mais ceux qui veulent, pour moi, ce sera dans le respect de la stratégie, peut-être ici, le signal d'achat de long terme du Bitcoin. Maintenant, moi, je vous ai dit, dans des patterns de crack, je cherche avant tout à une psychologie. Et si je peux avoir des signaux qui confirment cette psychologie, c'est encore mieux. Ça me permet d'avoir une meilleure gestion du risque. Mais l'objectif pour moi, c'est d'abord, la première case à cocher, je veux que la psychologie que je recherche dans le cycle des différentes phases des cracks, je les trouve. Et pour l'instant, je ne trouve pas celle que je recherche sur le Bitcoin. C'est-à-dire que je veux voir un Bitcoin en panique, avec des holders qui se posent des questions, voire qui se font rect, pour ceux qui l'ont fait avec du levier. Ça, je ne l'ai pas encore vu et je m'attends donc toujours à le voir. Allez, voilà. Donc, on bouge. Je ne regarde pas les autres. Pourrait très bien être utile, mais je m'en fous. Je préfère concentrer pour l'instant mon investissement sur ces deux-là. Le reste verra après. Au pire, je suivrai moi mes hors émissions et je vous en parlerai quand je verrai un truc intéressant. On va s'attaquer à ce qui m'intéresse beaucoup plus, par contre, essayer de savoir ce que nous font ces salopards d'Américains. Donc voilà, comme prévu, donc le Hang Seng vient chercher le Hang Seng y va aussi, mais voilà. Donc Hang Seng, ça continue. Donc en fait, si vous avez suivi la logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est fin du monde en Chine et euphorie aux États-Unis. Alors aux États-Unis, où on a une croissance complètement folle et drivée par une surchauffe globale de l'économie, mais tout se passe bien parce qu'encore une fois, on ne voit pas l'inflation parce qu'on ne la regarde pas là où il faut. Et si vous demandez aux gens s'ils pensent que la vie est devenue plus difficile, je peux vous garantir qu'ils vous diront tous que oui. Pour ceux qui sont en dessous des 50% de la richesse, c'est-à-dire que si vous prenez la classe sociale inférieure, ils vont tous vous dire qu'ils ont la corde au cou depuis toujours et que ça s'aggrave. Mais encore une fois, eux, ils ne sont pas dans les stades de l'inflation, tout simplement parce que, évidemment, tant qu'on maintient les prix de l'alimentation en bas, tout simplement par les pressions qu'on a chez Amazon et compagnie, qui mettent une pression sur tout le secteur de la distribution, eh bien, on ne voit pas d'inflation. Mais la réalité, c'est que, oui, ici, la vie, elle coûte beaucoup, beaucoup plus cher, parce que les salaires augmentent très peu, et que, évidemment, derrière, tous les gros biens de consommation, style téléphone portable, ces trucs-là, qui sont comptés dans les mesures de l'inflation, mais qui ont un pourcentage relativement faible, en fait, les dépenses sociales, aujourd'hui, si vous n'avez pas un téléphone, vous êtes écarté de la société, en fait. C'est ça qui est fou. Donc, il faut vous dire un truc, c'est qu'effectivement, la mesure de l'inflation réelle, elle est là, en fait. Aux États-Unis, on a une économie qui est en complète surchauffe, qui ne tiendra pas ses 4% de croissance, et pire que ça, qui va dépenser chaque année 10 milliards de dettes supplémentaires, et on a même notre ami Donald Trump qui a signé un énorme chèque encore. C'est passé inaperçu, comme d'hab.
Mais voilà, donc Wall Street voit bien ce qu'il veut voir, et il veut voir que tout va bien, et que ce sont eux les plus forts, et que quoi qu'il arrive, le dollar récupérera tout l'argent. Je vous ai déjà dit que ça allait mal tourner, cette histoire, et que le jour où ça va mal tourner, ils vont se rendre compte qu'ils ont une inflation de dingo sur le dos, et qu'ils ne sauront pas quoi faire d'autre, à part augmenter les hausses de taux rapidement pour se donner une marge de manœuvre. Donc je vous dis attention, il y a un énorme ciseau qui se met autour des Américains, mais... tant que vous ne voyez pas Apple tomber, tout ira bien. Et hier, il se passe quoi? Tout le monde tombe, sauf Apple. Voilà. Hier, vous regardez Apple, c'est magique. C'est la seule GAFA qui est dans le bleu, alors que tout le monde est dans le rouge et pas dans le petit rouge. Même Amazon se prend moins 2%. Donc voilà, Amazon, Boeing, tout le monde se fait tirer dessus, même Nvidia qui publie ce soir, et on va en faire une analyse. Voilà, hier, comme par magie, et alors je vous dis, j'y étais en intraday, j'ai trouvé ça d'une folie furieuse, absolument hallucinante. Alors on va se mettre en 15 minutes, je trouve qu'on voit mieux. Vous voyez bien l'oblique, voilà, c'est clair, elle est visible, il n'y a pas besoin de se prendre la tronche, elle était bien là, c'était ce que je traitais. Et voilà, et ici, on passe des heures et des heures, on est là-dessus, le volume s'écrase, il ne se passe rien. Je veux dire, on est sur une séance où il y a un cataclysme, Wall Street ouvre à moins 2%, normalement, tu as forcément des capitaux qui s'échangent sur les grosses capis. Là, non, que dalle. Apple, rien du tout. Nada, puis alors ça passe des heures sur le support, il se passe rien, puis je me dis, forcément, au bout d'un moment, soit on va l'enfoncer d'un coup, et là, par contre, ils vont finir à moins 4 ce soir, les Américains, soit ça va passer au nord, et comme par hasard, il se passe quoi? Je vois ça, et je me dis, ah putain, les cons, voilà. Et à quelle heure? 19h, ils nous font ça juste avant les clôtures, enfin juste avant, ils nous font ça pour terminer en haut. Et voilà, en fait, ici, terminé pour Apple, on prend l'oblique résistante et on se dit, ah tiens, non, mais allez, on va pas vendre, ça sert à rien, ça ne sert à rien de vendre Apple, en fait. Voilà, il faut bien comprendre une chose, Apple, pourquoi ça monte? Ça monte pour deux raisons, parce que les imbéciles achètent, parce que... ça rachète des actions avec des montants toujours plus fous. Plus on leur donne de cash, plus ils donnent des dividendes, plus ils rachètent d'actions, Apple. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, plus les prix montent, plus ils ont un cash flow, plus ils dépensent de cet argent-là en filant des dividendes et en rachetant leurs actions. Donc c'est complètement débile. Parce que ce qui fait monter les actions, c'est le fait que la société rachète ses actions, que les imbéciles achètent. Ah, il y a Warren Buffett aussi qui achète. Donc, ça, on va en parler quand même. Donc Buffett achète du Apple. Mais quelle est la stratégie en fait? C'est de se dire, il n'y a plus rien à acheter aujourd'hui sauf une grosse bubule. Et si on doit faire une grosse bubule, autant acheter la seule chose qui graphiquement peut permettre cette bubule, c'est-à-dire Apple. Et je vous ai fait ce graphique hier. En fait, Apple, moi, la structure qui me fait peur, c'est qu'on a fait 3 gaps. C'est-à-dire, j'ai toujours, quand on analyse une action, il y a toujours 3 types de gaps. C'est-à-dire le breakout gap, le continuation gap et l'exhaustion gap, qui veut dire en gros le gap d'accélération, le gap de continuation et le gap d'essoufflement en français. C'est les 3 types de gaps qui existent. On a eu les 3 types de gaps sur Apple. Voilà, donc le gap d'accélération est clairement là. Voilà, hop, on vient, pouf, on vient chercher la résistance, on démonte tout, et effectivement, le marché accélère. C'est la phase où on crée la tendance. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le gap d'accélération, le breakout gap en anglais. Derrière, la tendance se forme. Voilà, la tendance se forme, elle se freine, et là, hop, on déclenche un gap de continuation. C'est-à-dire qu'en général, le gap de continuation, il annonce les maturités de la tendance. La tendance est mature, mais on pousse la dernière vague, la vague 5. Donc en fait, quand vous voyez un gap de continuation, généralement, c'est qu'on attaque la vague 5. Voilà. C'est pour ça qu'ici, je pensais qu'on avait fini sur Apple, parce qu'on avait fait la même chose. Paf, petit gap ici, que dalle. Celui-là, on le clôture, et normalement, quand on clôture ces gaps, c'est que la tendance est terminée. Mais là, non, hop, on arrive à casser les sommets historiques, tout va bien. Et boum, on recolle un énorme gap de continuation la dernière fois. Et celui-là tient, voilà, tient, et on en recrée un, c'est celui que moi j'appelle généralement le gap d'exhaustion, le gap d'essoufflement, celui qui est de trop. Ou alors, ça, c'est un nouveau breakout gap, mais alors là, je vous dis, dans ce cas-là, ce qui va suivre, ce ne sera pas beau. C'est-à-dire qu'un breakout gap, ça accélère. Regardez la pente de la tendance, si on doit accélérer, on va passer sur un truc comme ça. C'est pas impossible, encore une fois, je vous ai toujours dit, s'il doit y avoir bubule, pour moi, c'est Apple qui sera le candidat, et là, on pourra imaginer du 300 et quelques dollars, comme vous voulez. Dans ce cas-là, bravo Warren, tu auras encore fait un joli coup. Mais encore une fois, lui, Warren, c'est plus facile pour lui. Il suffit qu'il sorte les milliards, puis tout le monde le suit, ou en tout cas, personne ne se met en face. Donc il faut faire attention, et puis attention, Warren Buffett, c'est un être humain comme tout le monde, il prend des mauvaises décisions. Ça, s'il a acheté Apple et que ça se pète la gueule, il sortira vite fait. Et encore une fois, je vous dis, lui, il n'a pas investi sur Apple aujourd'hui. Warren Buffett, du Apple, il en a acheté à 40 $, enfin un équivalent 40 $. Donc il faut vous dire un truc, c'est que quand il a refoutu, j'ai lu ça hier, c'était Kramer qui disait... j'entends tout le monde parler de la vague finale sur les actions, alors que j'ai croisé Warren Buffett, il vient d'acheter 2 milliards d'Apple, donc je pense qu'on n'est pas fini.
Voilà, bon, c'est un bon argument, encore une fois, mais si Warren Buffett possédait que 2 milliards d'Apple, j'aime autant vous dire que c'est pas le cas, il en possède bien plus que ça, et puis il n'a pas commencé hier, donc il renforce, mais attention, s'il se plante, ce sera le premier à sortir. Voilà. Mais encore une fois, lui, il a sa banque, il a accès à des capitaux, il a accès à la liquidité avant vous, et je vous ai toujours dit, si ça doit chier demain, c'est eux qui sortiront en premier, avec le peu de liquidité qui restera disponible à l'achat. Évidemment, vous serez en bout de chaîne, bloqué par des interruptions de cotation et autres styles du genre. On ne joue pas du tout dans la même cour. Je vous ai toujours dit que les millions et les milliards, quoi qu'il arrive, ils sortiront avant les centaines et les milliers d'euros des petits particuliers. Vous serez en bout de chaîne, vous bénéficierez de la pauvre liquidité qui pourra rester à la fin, et j'aime autant vous dire qu'elle ne sera pas bien grande. Donc faites attention, c'est pas parce que Buffett achète du Apple qu'il faut foncer. Donc il faut faire attention. Ce gap, il y a un risque que ce soit le gap de trop. Maintenant, le gap d'exhaustion, on le valide que quand on vient le rechercher quelques temps après. Je vais essayer de vous retrouver des exemples d'un gap d'essoufflement. On va essayer d'aller chercher sur les phases précédentes. Si je peux pas vous en trouver un. Il faudrait trouver un joli gap. Là, vous voyez, par exemple, bam, beau gap d'accélération. Ça gap à partir de la phase d'accélération tenue de support. Bam, on vient chercher la résistance, on crée une tendance. Ok, encore un bon gros gap, là, parfait. Hop, gap d'accélération, gap d'accélération. Là, on n'en a pas fait... Si, là, voilà, hop. Ça, typique, vous voyez, et là, bam, la vague 5, on tente le gap de continuation. Ça tente le gap haussier, ça marche, on franchit la résistance, et derrière, vague 5. Et hop, après, le marché part en correctif. Vous voyez, c'est exactement ça. Ça, c'était parfaitement un gap de continuation, mais la vague qui suit le gap de continuation est généralement la dernière. C'est-à-dire qu'en fait, on continue dans le sens de la tendance. La tendance, c'est vague 3. Le gap de continuation, c'est vague 5. C'est le gap qui, généralement, peut commencer la vague 5, mais normalement, ça s'arrête derrière. Voilà. Donc là, il faut voir, et je vous dis, il y a vraiment pour moi deux solutions sur Apple. C'est vraiment ça. C'est soit aujourd'hui, on est en train de faire le gap de trop, le gap à la con, hein, c'est-à-dire le gap à neuneux. On fait rentrer les imbéciles sur les prix. Bon, Warren Buffett peut aussi être un imbécile, mais encore une fois, je vous dis la différence entre un imbécile qui va rentrer sur Apple à ce prix-là et un mec qui a du Apple avec un prix moyen probablement de $140, c'est clairement pas Buffett l'imbécile dans l'histoire, parce que lui, effectivement, il prend peut-être pas des risques inconsidérés. Lui, il joue effectivement le fait que il vaut mieux ici, vu qu'il y a très peu de liquidité et peu de demande, essayer de pousser le marché pour faire encore plus de gains, mais si ça tombe, il sera le premier à vendre. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Hein. Il n'est pas crétin, Buffett non plus, mais il doit dire, allez, bon, quitte à y aller, c'est maintenant, il faut tenter la bubule, il y a tout ce qu'il faut pour y aller, hein. C'est-à-dire que si vous prenez comme ça, vous tracez cette belle oblique, vous dites, ah ouais, effectivement, c'est clair, là, si on peut accélérer, c'est beau. Bon, par contre, il dit, ouais, si ça chie dans la colle, par contre, derrière, c'est effectivement le gap de trop. Ici, on aura piégé les imbéciles. Ça aura bien été un gap de continuation. Ça aura bien été la vague terminale. Et derrière, on se ratatine la gueule, quoi. Voilà. Mais il y a le risque qu'ici, on soit sur un deuxième gap de break, un gap d'accélération. Mais alors, attention, un gap d'accélération... Alors qu'on a fait tous les gaps qui signalent une fin de tendance, c'est le gap d'accélération de la bulle. De toute façon, moi, je vous l'ai toujours dit, l'Apple, c'est le ferron, enfin, c'est le paroxysme de Wall Street. Le jour où celle-là, elle tombe, Wall Street, c'est game over. Ils savent que derrière, c'est parti pour une récession. Pour l'instant, ils ne veulent pas. Vous avez bien compris. Wall Street, ça ne veut pas chuter. Et ils se disent, non, nous, on est trop fort. Et quoi qu'il arrive, fuck off. Même s'il y a des mauvais trucs, ça viendra forcément chez nous. Parce que, quoi qu'il arrive, on a trouvé la mécanique absolument parfaite. On tape sur les autres. Le dollar est fort. Et du coup, chez nous, on ne baisse pas. Et puis plus le dollar est fort, en fait, plus ça va. Et puis c'est pas grave, parce que si notre dollar tombe derrière, on attire les capitaux, parce que du coup on devient plus compétitif. Non mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Au bout d'un moment, vous pouvez pas bénéficier de tout. Il y a un moment où il va falloir payer ces conneries-là. Et je vous dis, encore une fois, si la croissance, elle était là-bas, je veux bien. Mais non, elle n'est pas là-bas, la croissance. On le sait, les États-Unis, c'est de la fausse croissance. Et puis c'est surtout qu'ils réalisent leur croissance à l'étranger. C'est parce qu'ils ont ils ont des plus grosses multinationales là-bas. La croissance, elle est là en fait. Mais la croissance, encore une fois, c'est parce qu'on vous laisse bien la faire ailleurs. Si les Chinois ils commencent à taper du poing sur la table et qu'ils veulent s'attaquer à Apple, vous croyez qu'ils sont fabriqués où ces putains de semi-conducteurs dans vos téléphones à la con là? Ils sont fabriqués là-bas, donc faut arrêter. C'est eux qui ont le pouvoir. De croire que c'est les Américains qui ont le pouvoir, c'est d'une stupidité affligeante.
Mais pire que ça, que les Américains arrivent à vous le faire croire, c'est quand même bravo. Moi, je dis c'est fort. Ils n'ont aucun pouvoir, ou alors leur pouvoir c'est un pouvoir militaire, les Américains. Et ils vont faire quoi? Ils vont pas tirer des ogives sur la Chine, sinon on est tous morts. Donc il faut pas réfléchir comme ça. Il faut penser économique, il faut penser guerre de l'information, c'est-à-dire que les Américains gagnent la guerre de l'information, mais la guerre économique, quoi qu'il arrive, c'est les Chinois qui la gagnent. Et Trump, il fait quoi? Il se dit, oh, bah nous, comme on n'est pas les plus forts sur le côté économique, ben on va faire la guerre aux autres et on va essayer de récupérer les parts de marché qu'on se fait voler par les méchants Chinois. Non, ça va pas se passer comme ça, parce que rassure-toi, les Chinois sont pas mauvais non plus dans la guerre de l'information depuis un bon moment. Et en fait, les parts de marché que tu essayes de gagner sur le plan économique, tu les perds de toute façon ailleurs. Les Chinois, ils sont pas cons. Donc il faut vraiment faire attention. Ok. Alors effectivement, cette dynamique-là, à court terme, elle peut fonctionner. Mais encore une fois, si on fait ça, on passe pas 2019. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, on passera pas le cap de 31 décembre 2019. La bubule, là, si elle monte, c'est 2 mois de conneries. Et puis, dès qu'on est fin octobre, on va se prendre la saisonnalité. Et là, ça va faire mal et les bubules vont éclater. Donc, je pense pas nécessairement qu'il faille faire le pari haussier de Apple. Maintenant, Buffett le fait. Donc, vous savez qu'il y a toute une pléthore de connos qui vont juste le suivre parce que c'est comme ça. Et comme Buffett renforce, tout le monde va dire, ah bah non, on se met pas contre Buffett. Donc, comme on vend pas, on vend pas, les prix montent. Voilà, c'est aussi simple que ça. La mécanique est là, en fait. On ne retrouve pas le volume vendeur d'Apple pour l'instant, parce que il y a encore il y a encore des capitaux qui y arrivent. Mais bon, ça va durer un temps, cette histoire. Maintenant, est-ce que si on imprime une bulle, moi je vous dis, à $300, Apple, derrière, c'est 80. Et quoi qu'il arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va diviser le prix par plus de 5. Ça veut dire qu'on va faire à moins 80%. Mais c'est normal, c'est le jeu. Voilà. Pour moi, je vous ai dit, Apple, c'est soit ça consolide gentiment et on vient chercher, on se dirige vers les $100 et ça se rachète éventuellement pour ceux qui veulent jouer ça, mais moi je pense pas que c'est là qu'il faut mettre son pognon. Sur le prochain cycle, soit on joue la poursuite de ce cycle, mais encore une fois, c'est la concentration des flux. Je vous rappelle qu'en termes de pattern sur le S&P 500, ça date pas d'hier, mais on a déjà fait des Hindenburg-Omen ici, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure du S&P 500 n'est pas homogène, et on est sur des sommets historiques. Quand on est sur des sommets historiques et que la structure est non homogène, ça veut dire qu'on a quoi? Ça veut dire qu'on a une tendance déséquilibrée et que généralement la tendance elle est pas loin de se retourner. Donc ça veut dire que en fait toute l'économie américaine elle souffre, mais non. Parce que il y a Apple. Et c'est magnifique, Apple. Alors, il y avait Apple, Amazon, enfin voilà, tous les... Mais voilà, on est en train de tous les perdre. Amazon donne des signaux de vente. Moi, hier, j'ai vendu Amazon. Donc, voilà, Nvidia, ça risque de se faire dérouiller ce soir. On va voir, ça espère beaucoup de choses. Mais il y a encore beaucoup d'espoir sur certaines. Voilà. Donc il se passe quoi? En fait, à ce stade-là, c'est soit on va se rendre compte que c'est mort et tout le monde est vendu parce que Apple c'est suracheté, il n'y a aucun problème. S'il faut vendre ça demain, on va pas vendre pour un petit pullback d'une semaine. Si on vend Apple, c'est parti pour 2 ans de correction. C'est ça le truc. Tout le monde le sait si vous voulez. Mais la question c'est est-ce qu'on y va maintenant? Voilà. Est-ce qu'on y va ou est-ce que d'abord on essaie de concentrer un peu plus fort les flux? Parce que ça c'est typiquement américain, cet aspect protectionniste stupide. Et vous voyez très bien que ça correspond bien en plus avec la logique de Trump. C'est de dire non, attendez les gars, ça doit baisser, mais on va pas baisser du tout. D'abord on va vous racler un maximum et après on va laisser tomber. Donc c'est ça la logique à Wall Street. Eux en fait ils ont cet adage habituel de dire non, nous pour finir les tendances, on va d'abord tirer tout le pognon qu'il y a à faire et en fait on va complètement péter l'économie et puis après évidemment c'est pas grave, les conséquences c'est pas nous qui allons les payer, c'est pas nous qui payerons les conséquences, c'est évidemment les petits gens normaux qui vont se retrouver ruinés à cause de nos conneries, mais on s'en fout. Voilà comment Wall Street réfléchit quand il s'agit de l'argent. Ça a toujours été plus ou moins le cas. Et comme je l'ai dit, la différence, c'est que là, on a déjà fait les cons avec le crédit, on a déjà fait... Voilà, donc pourquoi Wall Street a un peu de mal à se dire on y va en mode bubule? C'est ça la raison, c'est qu'il y a déjà... Les comptes sont déjà blindés de crédits dont on sait que ça finira mal. Et on se demande si c'est nécessaire de prendre encore plus de risques. C'est-à-dire que dans les gestions, aujourd'hui, on se dit je suis pas très chaud d'y aller, mais je suis pas encore chaud d'aller à la vente. Voilà. On attend, entre guillemets, d'avoir le fameux signal de vente. Et en attendant, vous avez des spéculateurs et des mecs comme Buffett qui se disent chouette, comme personne ne fait rien, moi
moi j'ai des opportunités, je vais racler les vendeurs à découvert. Donc c'est exactement ça qui se passe. En fait, sur Tesla, c'est la valeur la plus vendue à découvert, mais vous pouvez être certain que ça va pas tarder à arriver sur Apple. Le truc, c'est que voilà, c'est une opportunité le vendeur à découvert en fin de tendance pour les Américains, tout simplement, mais parce qu'en fait, ce sont des gens qui veulent rationaliser le marché. Moi, le premier, c'est trop cher, je vends. Bon, voilà. Mais on va te dire, non, d'abord, je vais te péter ta gueule, et puis après tu auras peut-être raison. Si tu as fait ça intelligemment, tu perdras pas beaucoup d'argent, et puis tu pourras quand même profiter de la baisse derrière. Si tu fais ça comme un cono avec du levier, je vais juste te sortir du marché, prendre tout ton pognon, et puis derrière, tu n'auras plus d'argent pour vendre. C'est exactement la même logique couillonne que ceux qui achètent les gaps, que ceux qui achètent les cracks, et qui te font un buy and hold à 15 000 $, le bitcoin. Eux, ils sont morts. Voilà, c'est clair. Donc, il faut faire attention à ne pas faire la même erreur dans une bulle. Une bulle, ça s'approche tout simplement comme un crack. Si vous luttez, vous êtes mort. Si vous luttez avec un petit peu de levier, avec une gestion du risque, normalement, ça va. Voilà. Moi, dans un crack, vous pouvez acheter. Moi, le premier, j'ai acheté et ça ne m'a pas non plus tué. Voilà. Par contre, il faut le faire avec des cycles particuliers, il faut faire très attention. Dans une bulle, il va de soi que là, si on est à l'aube d'une phase d'accélération, c'est pas le moment de tenir les ventes. Je vous ai dit, il faut faire très attention à ça. Moi, si Apple, ça commence à partir en sucette, je vais pas m'amuser à rester vendeur d'Apple. Je vais juste donner mes pertes à Warren Buffett, lui faire clap, 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 et lui dire, on se reverra au prochain tour. Mais au prochain tour, tu auras augmenté ton risque et tu vas avoir les portes de sortie un peu fermées. Donc lui, il s'en fout encore une fois de perdre du pognon. Mais le seul truc, c'est que dites-vous, si le Apple va à 300 $ ou un truc comme ça, je ne sais pas, parce que c'est, encore une fois, je vous dis, à ce niveau-là, il n'y a que l'imagination des gens qui peut faire le boulot. Si Apple devait se diriger sur une phase complètement verticale, franchement, 320, 400, je m'en fous, en fait. Je vous dis, ça n'aura de limite que la connerie des gens qui vont acheter ces prix-là. Buffett, lui, il va juste acheter la phase d'accélération. Puis derrière, il va vous laisser faire les cons, il va vous laisser faire monter les prix. Puis quand il va juger que c'est assez, il va vous vendre. C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc lui, il fait le pari que vous allez faire les cons et que vous allez acheter. C'est un pari. Mais attention, Buffett, c'est pas un génie. Je vous dis, c'est un être humain, il fait des bêtises. Mais la différence, c'est que lui, il fait ça dans une gestion du risque. Lui, il se dit, ici, c'est le moment charnier. C'est le moment où il faut prendre une décision. Personne décide. Moi, j'ai les capitaux pour décider. Je décide. On y va. Maintenant, encore une fois, c'est un pari. S'il a raison, il va gagner du pognon. S'il a tort, il va juste en perdre un peu. Mais je vous dis, lui, il n'est pas rentré ici avec tous ses milliards. Il a déjà du Apple bien plus bas que ça. Il moyenne dans ses stratégies. Et il aimerait bien, effectivement, réussir à tirer un peu plus de pognon. Mais quoi qu'il arrive, vous croyez que Warren Buffett, si ça monte à 380, il va revendre tous ses milliards d'Apple à ce prix-là? Que dalle, il n'y aura jamais autant d'acheteurs. Il n'y aura jamais assez d'acheteurs là-haut pour revendre tout ce qu'il a acheté. Donc Warren Buffett sait très bien que s'il s'attire à 400, ce qu'il va pouvoir retirer derrière, c'est un prix moyen de 280, 300. Mais ce sera toujours mieux que d'essayer de sortir aujourd'hui. Voilà, c'est ça c'est probablement ça le pari de Buffett, quoi. Mais c'est encore une fois une logique financière. Si vous n'avez pas le métier dans le sang, vous pouvez pas comprendre ça. Vous vous dites Buffett, il est visionnaire, il est machin. Non, Buffett c'est juste un putain de trader. Il gère son risque. Voilà. Donc réfléchissez gestion du risque, réfléchissez trading, vous comprendrez ce qui se passe dans la tronche de Buffett. Buffett, il n'est pas en train de dire Apple, c'est une entreprise du futur, il faut mettre de l'argent, il faut investir là-dedans. Il est juste en train de se dire personne décide, moi je vais tenter le coup et je vais pousser un peu le destin. Et puis si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Mais encore une fois, lui, il prend pas le risque d'acheter du Apple à ce prix-là. Il l'a déjà fait il y a longtemps. Il se dit avec 2 milliards, normalement, ça suffira pour lancer la tendance et je vais y aller. Voilà, c'est ça en fait la réalité. Donc faites très attention encore une fois au casse-pipe d'Apple, mais si ça accélère, pour ceux qui veulent jouer les achats, moi je dis ok, mais alors par contre, je vous rassure, le jour où je vais vous dire je reshort Apple, je vous conseille de ressortir de là direct et de ne pas rester acheteur de ce machin. Je vous ai prévenu, ça tombera d'un coup Apple, et pour moi c'est un coupe-gorge, c'est-à-dire qu'il faudra s'attendre à des interruptions de cotation très 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 vite sur ce genre d'action. Même si c'est encore une fois too big to fail, too big to machin. Moi je surveille le news flow d'Apple, c'est-à-dire que malheureusement pour l'instant il n'y a pas de news flow négatif sur Apple et ça m'énerve parce que c'est ça que j'aimerais déclencher des tendances avec ça. J'aimerais qu'on annule ce gap avec un news flow bien négatif, genre je vous dis la Chine qui attaque Apple et voilà, bon bah putain c'est con, Buffett l'a pas vu venir, allez bam, il se fait chasser les stops, il dit au revoir merci, il revend ses Apple et puis derrière on part gentiment en récession. C'est ça qui pourrait se produire, un news flow négatif. Le problème, c'est que pour l'instant, il se passe que chi. Il n'y a rien de négatif. Voilà. Donc, comme il n'y a rien à se mettre sous la dent, il n'y a pas de news flow. Buffett est chaud, il veut mettre un peu de pognon parce qu'il ne sait pas quoi en faire pour l'instant. Et ben voilà, puis il vous fout 2 petits milliards. Il va essayer du coup de rect les vendeurs à découvert. Et puis en fait, la bulle, ça se déclenche comment? Je l'ai toujours dit, la bulle, c'est pas une aspiration acheteuse. La bulle, en fait, c'est une disparition des vendeurs à découvert, des vendeurs sur des prix très très élevé, c'est-à-dire vous êtes sur des valorisations très très tendues
Et effectivement, au bout d'un moment, pour une raison X ou Y, on sort les vendeurs à découvert et il n'y a plus de vendeurs. Et en fait, quand il n'y a plus de vendeurs, il suffit de quelques acheteurs pour faire grimper les prix très vite. Et puis derrière, tous les imbéciles voient ça comme une tendance, alors que c'est de la bulle. J'ai toujours dit de faire la différence entre les prix et la valeur. Tout ce qu'on fait là maintenant sur Apple, ça n'a aucune valeur. Quoi qu'il arrive, hein, ce sera des prix qu'on va imprimer à court terme et qu'on supprimera aussi vite qu'on les a imprimés. Je vous ai dit, quoi qu'il arrive, cette phase-là de volatilité sur Apple, la bulle, quand elle éclatera, elle reviendra sous ces valorisations-là. C'est-à-dire que le moment où la bulle Apple va éclater, si on crée une bulle, c'est retour sous les 140. Donc, encore une fois, 280, 140, ça fait moins 50%. C'est totalement faisable sur des éclatements de bulles. Hein. Voilà. Une bulle, quand elle éclate, la première vague de baisse fait moins 30 à moins 50%. Donc, vous pouvez vous dire, c'est bien, on monte là, derrière, bam, on reviendra ici à 140. Ah, ça va faire tout drôle, hein, à ceux qui se seront amusés à acheter à 260 ou 280, eux, ils vont prendre très cher dans le compte. Hein. Encore une fois, quelle est la bêtise? Voilà, on va faire un peu de psychologie. Quelle est la bêtise des gens qui achètent ces trucs-là en pensant faire une bonne affaire, une bonne occasion? L'objectif est toujours le même, c'est un objectif spéculatif, c'est de revendre plus cher. Mais encore une fois, la différence, c'est qu'un mec qui a de l'expérience dans le marché sait comment ça se produit. C'est-à-dire que plus tu montes, plus tu augmentes le risque. Au bout d'un moment, le risque tout simplement arrive et tout s'écroule. C'est pour ça que quand tu tends les valorisations et que tu imprimes des prix stupides, tu les effaces aussi vite que tu les as imprimés. Tu les effaces encore plus vite que tu les as imprimés. Et il n'y a pas de support. Voilà, il n'y a pas de soutien parce que personne ne soutient ces prix à l'achat. En fait, ce sont que des prix hautement spéculatifs. Ce sont des prix. Voilà. On t'a affiché le prix et puis derrière, on va te dire Apple, ça vaut bientôt 1,5 milliard. Enfin, ça vaudra bientôt plus de 1500 milliards. Non, mais c'est complètement stupide. Vous vous rendez compte de la connerie, en fait. C'est de vous dire, voilà, ça vaut 1 trillion de dollars, mais bientôt ce sera 1,5 trillion. Mais non, en fait, ça veut juste rien dire. C'est pas la valeur d'Apple, ça. La valeur d'Apple, c'est combien ça vaut quand on l'achète avec des milliards. Pas combien ça vaut quand le prix est imprimé le soir et que votre plus-value sur le compte, elle affiche plus tant. Encore une fois, un gain, c'est quand vous sortez la position. C'est la valeur d'une action ou la valeur d'un actif, c'est ce que vous en retirez quand vous arrivez à le revendre. Pas le prix qu'on vous affiche à l'instant T. Ça veut rien dire. Ça, c'est une plus-value latente. Mais du latent, ça n'a jamais rien voulu dire. Encore une fois, quand une valeur comme ça pourra perdre près de 50% de sa valeur en quelques jours, et si en plus il y a un news flow négatif et avec des interruptions de cotation, vous ne pourrez probablement même pas sortir, vous allez faire quoi? Vous allez vous retrouver à dire « Ah putain, mais merde, ma plus-value latente qui m'affichait plus 2500 € il y a quelques jours, elle est déjà en train de passer dans le rouge et je ne peux toujours pas revendre mon action. Vous m'avez menti, les gars, en fait. Vous m'avez pris pour une bille. » Vous m'avez fait acheter un truc et au final, je ne peux pas le revendre alors qu'on m'a dit dans le marché, quand tu achètes, tu peux toujours trouver un vendeur. Non, voilà. Quand on vous dit too big to fail, pourquoi on vous dit on concentre les flux sur les valeurs comme ça? Parce qu'on pense stupidement que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des imbéciles pour acheter ça. Oui, il y en aura toujours, mais pas beaucoup. Et que face aux milliards et milliards qui sont injectés là-dedans, vous pensez qui va accéder à la liquidité en premier? Le banquier ou vous? Moi, je vous dis, c'est tout con. Hein. Tout le monde pense que ça va bien se passer. Par contre, on n'a jamais fait bulle spéculative et bulle de crédit en même temps. Et la bulle de crédit, elle est là. Hein. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, dans Apple, il y a facile 10 à 15% de valeur qui n'existe même pas parce qu'elle est gonflée par du crédit. Et encore, c'est gentil. J'y vais vraiment gentil, je pense, sur les 10%. Donc à voir, hein. Vous le faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis, le jour où ça commencera à chier dans la colle... il faudra vous attendre à des gaps de valeur de plus de 10 à 15%. C'est-à-dire, en fait, on clôturera un soir, puis le matin, on se réveillera moins 10. Et puis, comme moins 10, c'est déjà proche des niveaux d'interruption de cotation, ça veut dire que ça fait moins 10. On trade pendant un quart d'heure. Les banques prennent toute la liquidité, puis il n'y a plus d'acheteurs. Oh merde, putain, interruption de cotation. Voilà, je vous dresse un scénario complètement noir, mais imaginez-vous, ça arrive comme ça. Voilà. Vous vous réveillez un matin. Le news flow commence à être pas bon sur Apple, qui est déjà en train de se dégrader, hein, c'est-à-dire ils seront montés, ils auront fait les couillons en vertical, ça plafonnera, moi je serai déjà repassé vendeur sous le prochain niveau d'alerte, les volumes seront complètement en train de s'écraser et les prix commenceront à se rediriger vers le sud. Et là, vous aurez les premiers news flow négatifs, commenceront à vous dire attention, Apple, ça commence à vendre, c'est inquiétant. Et là, boum, un matin, vous allez vous réveiller, Apple, ça fera moins 15. Ça va trader pendant 15 minutes, c'est-à-dire il n'y aura tellement pas d'acheteurs en fait à l'ouverture du marché que comme il n'y a pas d'acheteurs, les prix tombent très vite. Donc les régulateurs disent ok, on arrête les cotations parce que c'est trop dangereux. Voilà, bam, 15 minutes de cotation, on a réussi à échanger on a réussi à échanger 10 milliards sur Apple et c'est terminé. Voilà.
10 milliards d'échanges, vous aurez très clairement la liquidité, vous n'y aurez pas eu accès. Tout ça, ce sera échangé, Dark Pool et compagnie. Voilà, on va se démerder, en gros, d'essayer de sauver les meubles, en sachant que c'est la merde. Ça va rouvrir le lendemain matin, boum, de nouveau moins 10%, 10 minutes de cotation. Et encore une fois, oh merde, putain, pas de liquidité, on peut pas sortir, personne n'achète Apple, cataclysme. Ça commence à faire les gros titres, tout le monde flippe sa race, du coup, tout le monde veut sortir. Quelle est la psychologie, encore une fois? Je veux mon argent, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, et en plus de ça, on a une bulle de crédit, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va réouvrir, il n'y aura pas assez de liquidité. Parce que, pourquoi ? Voilà, réfléchissez. Le problème du crédit, c'est ça. C'est que en fait, vous tradez avec de l'argent que vous n'avez pas. Et pire que ça, en fait, aujourd'hui, on gage le crédit avec des actions. Ce qui fait que, pour la plupart, en plus, on va les gager avec les actions qui sont sûres. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple, c'est considéré pratiquement comme une obligation d'État. C'est plus gros que certains États en termes de valorisation. Donc c'est too big to fail, too big to jail, too big pour tout ce que vous voulez. Non, ça reste une entreprise et puis quoi qu'il arrive, c'est pas parce que vous avez gagé des actions Apple pour votre crédit. Si Apple commence à perdre 40%, commence à perdre 30% en 3 jours, le mec à qui vous avez gagé du Apple va vous dire ah, mais non, moi là j'en veux plus de ton Apple, ça m'intéresse plus aujourd'hui, tu vas pas me gager des actions qui perdent de la valeur n'importe comment. C'est plus too big to jail, c'est plus too big to fail, là c'est au contraire, c'est catastrophe, j'en veux pas de ta merde et je veux surtout pas en avoir en bilan parce que sinon c'est moi qui vais subir tes pertes. Voilà. Donc le problème, c'est qu'en fait, ce qui attire les capitaux devient après l'effet inverse, c'est-à-dire c'est comme un aimant. D'abord, ça fait tout pour attirer, et puis au bout d'un moment, tu retournes l'aimant, et là, tout le monde se barre. Voilà. Et puis ça éclabousse dans tous les sens. Donc il faut faire très très attention à ça et à ces valorisations. Encore une fois, plus c'est too big to fail, plus vous savez que le problème va être là. Donc il faut vraiment vraiment faire attention. En tout cas, il va y avoir, je pense, des fuites de capitaux énormes dans Apple. Et malheureusement, tout ce qui est aujourd'hui perçu comme un news flow positif et tout ça, on risque d'avoir un news flow assez noir derrière. Mais le problème, c'est que vous risquez de ne pas pouvoir sortir vos cartes. Et ça risque d'être problématique. Encore une fois, Buffett, si ça revient là, je suis certain qu'il est sur son prix d'entrée. Et vous inquiétez pas, il va vous en distiller de sa merde là-haut. Donc voilà. Moi, je pense pas qu'il fasse un jeu trop dangereux. C'est dangereux ce qu'il fait Buffett. Là, je pense qu'il est showtime et que il a plutôt intérêt à ce que ça se passe bien avec les Chinois et que la guerre commerciale se calme. Parce que si Trump continue ses conneries et que les Chinois répliquent, je vous dis, je sais déjà où ils vont taper. Et ils iront taper sur Apple. Parce qu'au bout d'un moment, il faut peut-être... Les Chinois, je pense qu'ils vont encaisser, mais voilà, on va faire un truc tout con. Voilà, vous prenez le S&P 500 et on va prendre le Shanghai Composite. Voilà. Donc ici, on va rajouter Shanghai Composite. Non, merde, c'est pas ça que je suis con. Voilà. Donc Shanghai Composite, bon, on va prendre le TVC. Merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bits? Bon, on va recommencer. Donc SPX. Voilà. Ok, autant pour moi. Voilà, donc vous voyez le délire. Vous dites c'est cool. Là, c'est nice. C'est pour les Américains, c'est du bonheur en barre là. On est bon, regardez-moi ça, on écroule les Chinois et nous on récupère tout le pognon de la Chine. Je vous ai dit encore une fois, chimère chimère à la con. C'est-à-dire que la Chine, au bout d'un moment, ils sont bien gentils de partager, parce que c'est clair que ils ont quand même bénéficié des relations internationales il n'y a pas longtemps, et Trump veut changer ça. Donc c'est bien, Trump fait ça. Je vous dis, la finalité, quoi qu'il arrive, c'est que les deux vont se recoller. La Chine ne va pas chuter, c'est chez eux que tout est produit. Encore une fois, la Chine s'échange sur les niveaux de 2016 là. Voilà. Shanghai Composite, on est sur les niveaux du crack en 2016, c'est-à-dire des niveaux post-récession. Le cycle économique, le cycle, après le post-crack a commencé ici. Ils ont tout fait pour s'en remettre. Et là, ils sont de nouveau en train de partir en phase récessive. Alors déjà une chose, si Shanghai enfonce ça, c'est toute l'économie mondiale qui s'effondre. Encore une fois, c'est le cœur économique du monde. C'est pas Trump, c'est pas les États-Unis. Trump et les États-Unis, ils assemblent les produits chinois, ils les vendent 15 fois plus cher et ils margent dessus. Mais si les Chinois, d'une part, arrêtent de produire, ou enfin tout simplement leur font « Bon, écoutez les gars, vous nous avez suffisamment pompé, maintenant allez vous faire enculer », c'est un peu ça qui risque d'arriver. C'est-à-dire que de toute façon, plus Trump tape du poing sur la table, au bout d'un moment, ça va lui coûter cher, parce que tout ce qu'il tout ce qu'il vend est produit en Chine. Donc toutes les marges qui permettent de créer la croissance américaine proviennent des produits fabriqués en Chine, et du fait que c'est fabriqué à bas coût en Chine. Mais au bout d'un moment, les Chinois
Chinois, ils sont pas stupides. Ils vont dire, écoutez, bon, bah, maintenant que vous profitez beaucoup et qu'en plus vous décidez de prendre le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, bah, au bout d'un moment, moi je vais tout vous récupérer et puis je vais vous dire, allez, maintenant démerdez-vous. Moi je sais produire comme vous, je suis capable de marger, hein, encore une fois. Donc on va faire quoi? Bah, on va s'allier avec les Européens et puis on va vous foutre en l'air. Et puis derrière, bah, vous pourrez toujours vendre vos conneries à vos Américains, mais plus personne d'autre en achètera. Tout simplement bah, parce que vous aurez un dollar fort et puis bah, vous pourrez vous amuser pour l'exporter. En fait, personne n'achètera ce machin. Les gens qui sont endettés en dollars vont juste se regrouper et vous faire fuck off et vous dire bah, on ne vous rembourse pas et puis c'est tout. Là, encore une fois, je dis la dette et tout ça, c'est une histoire de confiance. Tant que la confiance est là, tout va bien. Aujourd'hui, les Américains, ils font quoi? Ils sont en train de péter la gueule au monde entier pour essayer de récupérer le pognon. Mais encore une fois, ils récupèrent le pognon en dollars. Le dollar, c'est leur problème, c'est pas le problème du monde. Ça a toujours été le cas parce qu'on utilise les talons dollars pour énormément de choses. Encore une fois, je vous l'ai toujours dit, c'est la dernière fois qu'on fait mumuse avec le dollar. Hein. C'est le dollar. Après, il perdra son étalon or. Enfin, il n'y aura plus d'étalonnage de l'or en dollars. Voilà, toutes les matières premières sont indexées dans autre chose, tout simplement parce qu'ils font les cons. Hein, et ils vont le payer. Donc, faites mumuse, encore une fois, mais court terme. C'est vraiment aucun problème là-dessus. Et tant que Apple ne chute pas, il est impossible de valider les scénarios à Wall Street. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire hier, c'est-à-dire que quand j'ai vu le début de session, je me suis dit « Oh putain, chouette, ils vont se prendre un moins 4% à Wall Street. » Eh ben non, regardez-moi ça comme c'est beau. Ça s'est arrêté pile poil ici, 127%, et on recasse déjà des résistances. Ça veut dire quoi? C'était une consolidation, mes chers amis. La tendance reste haussière, c'est-à-dire qu'on fait un ABC et on revient immédiatement chercher les résistances. On n'a pas cassé le support, on est même en overlap, ce qui veut dire que ça, c'est une vague 1, une vague 2, une vague 3. Mais ça, c'était une vague 4, chers amis. Donc, nous allons aller plus haut, nous allons aller invalider les vendeurs. Voilà ce que Wall Street essaie de vous vendre. C'est-à-dire ici, une nouvelle fois, break, tu y as cru? Bah non, non. Moi, hier, j'étais persuadé qu'on irait chercher au moins les 7264. On n'y arrive même pas. Wall Street se rachète en fin de journée, grâce à Apple, hein. Encore une fois, on ne va pas se mentir. Donc, je vous l'ai dit, hier, moi, je l'ai senti venir le coup. Je me suis dit, tant que Apple ne vend pas, il ne faut pas crier victoire. Donc moi c'est bien, j'ai pris mes renforts sur le breakout, hein, logique, je fais mon job. Quand j'ai vu que ça remontait hier soir, je me suis dit ok, allez c'est bon, je me barre, je sens la merde, je sens qu'ils vont essayer de nous péter la gueule, c'est conno encore une fois. Mais ce sont les seuls à remonter. Soyez conscients de ça, Wall Street, ce qu'ils nous font là en ce moment, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'a aucune valeur, ce ne sont qu'imprimer des prix. Donc laissez-les imprimer les prix. Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer et il faut attendre de voir Apple tomber. Le jour où Apple tombe, là, vous pouvez être certain que je vais y aller, mais comme un gros connard. Donc, en fait, mes niveaux de validation qui étaient là la dernière fois, hein, voilà, ils étaient ici, je les ai déclenchés. Donc, moi, je suis ma stratégie. Alors, encore une fois, moi, j'ai dit, si ça tombe à Wall Street, je vends. Bon, ben, ça tombe à Wall Street, je vends. Je suis passé levier 1. Je n'ai pas mis levier 15, hein, encore une fois, je ne suis pas débile. Mais hier, il me semblait normal de commencer à retirer des cartouches sur les acheteurs. Il se passe quoi? Ah ben non, non, non. Oh putain, panique à bord. Attends, non, c'est pas possible. Là, on peut pas avoir de la volatilité à Wall Street. Non, non, on rachète tout ce petit merdier. On sauve les meubles. Et évidemment, comme par hasard, on sauve les meubles sur des niveaux qui permettent de maintenir des psychologies de type consolidante. Ce qui veut dire que là, comme Wall Street, l'objectif quand vous avez ça, c'est de remonter très vite. Il faut remonter très, 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 très vite et surtout pas laisser les clôtures en bas parce que sinon, effectivement, on se dit, ah ben non, c'est pas consolidant, c'est tendanciel. Et puis, vous voyez, si on avait clôturé là hier soir, ce matin, on serait déjà en train d'enfoncer les supports pour aller chercher les targets et d'aller plus bas. Mais non, comme là, on est remonté, bah, les vendeurs se disent « Ah non, je suis pas trop chaud. On a tenté le breakout ici, regardez, il n'y a pas de volume. On vient, on tente le breakout. Et puis, ah non, 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 surtout pas. On revient tout de suite chercher le volume. » Alors, soit c'est un pullback à la con, ça, hein, et ça, c'est dans ce cas-là, aujourd'hui, on va invalider tout ça. Mais moi, aujourd'hui, je ne revends que si on vient chercher le bottom d'hier. Voilà, maintenant ma validation elle est là. Si on revient chercher le niveau de breakout, je dégomme et cette fois je passe levier 2, hein, pas levier 1. C'est-à-dire là c'était levier 1 parce que je sentais bien venir les sbroufs. Je le sentais bien hein, le truc quand même. Je me suis dit on va y aller, on est bon. Là je les sens bien saignants à Wall Street, ils vont nous coller un bon -3 ce soir. Bah non, voilà, c'est-à-dire qu'en fait ils ont ouvert là. Alors voilà, il faut regarder en fait les indices cash et là vous allez comprendre ce qui s'est passé dans la tête à Wall Street hier. Voilà, et là je prends le pire, hein, je prends le Nasdaq, celui qui s'est bien fait démonte. Si je vous mets le S&P, vous allez voir la tronche est même encore pire que ça. Donc il se passe quoi hier à Wall Street? Ah putain, ils ouvrent sous le support. Ah les connards, putain, ils nous font vendre encore avec leur saloperie d'histoire de la lire, je sais pas quoi. Ça c'est toujours pour vendre du papier, on s'en fout. Une fois, il ne faut pas de raison pour baisser, il faut juste des prix trop chers. Donc là, les prix sont trop chers, on ouvre sous support, mais quand même, vous voyez, on l'attend à Wall Street, on l'attend. Ah merde, bon, le volume rejette, allez, on les laisse faire les cons, on va attendre, et voilà. On attend ici, et il se passe quoi? Ah ben là, la volatilité atteint les 17.
Ah non, non, là, c'est pas normal. Hop, les vendeurs de volatilité se remettent au boulot. Forcément, immédiatement, il se passe quoi? Les gens se disent, oh, ça va, allez, on serre les fesses et on va voir si ça continue de baisser. Et puis ça s'arrête, magique, sur un niveau de support, comme d'hab. À ce moment-là, je vous ai dit, soit Apple enclenchait et ça repartait pour un nouveau 2-3% de baisse de plus, hein, sans problème, et là on effaçait tout ce petit monde, et on allait clôturer probablement par là, et on serait déjà là ce matin. Option numéro 2, tout va bien, pas de souci, on maintient la volate, on maintient tout sous pression, on ferme les vannes, et puis tout simplement on attend. Voilà, on serre les fesses et on bouge plus. Voilà ce qu'a fait Wall Street hier. Ça baisse, on serre les fesses, mais comme il n'y a pas de raison de baisser en fait à Wall Street, il faut que vous réfléchissiez comme ça, tout va bien. Tout va bien à Wall Street. Il y a de la croissance, les statistiques sont bonnes, tout va bien à Wall Street. Mais encore une fois, les statistiques, c'est juste du vent, c'est complètement biaisé à Wall Street. La croissance, elle est achetée à cred parce que Trump, il prend le carnet de chèques et il fait du pognon tout le temps. En même temps, il peut se permettre, son dollar est tellement fort. Donc évidemment, c'est bien, signer des chèques en bois, il n'y a pas de problème. Comme le dollar est fort et qu'il attire les capitaux et que plus il va créer sa politique de relance et de compagnie, c'est bien. Tout est lié au dollar. Le dollar s'effondre demain, l'économie américaine, c'est terminé. Et je vous dis, ça ne va pas tarder à arriver. Voilà. Moi, je sais que les Chinois, je sais très bien ce qu'ils sont en train de préparer. C'est tout simplement, très probablement, s'attaquer de front, à la fois au dollar et au gigacap américaine. Tu fais ça, l'économie américaine, elle part en récession en quelques semaines. Donc, il va falloir être très prudent. On sait que les éléments de croissance qu'il y aura aux États-Unis, les 4% et compagnie, c'est extrêmement transitoire, que si déjà on arrive à maintenir 3% au prochain trimestre, ce sera magique, et que si en plus de ça, on n'a pas une hausse de profitabilité des entreprises au Q4, on va être sur des profits négatifs, c'est-à-dire en fait une profitabilité sur un an en baisse, hein, puisque je l'ai dit, les Q4 2017 ont été historiquement bons, historiquement forts, historiquement bullesques, les Q4 2018 s'annoncent beaucoup moins bons. Et quand vous faites moins de profits sur une année glissante, les prix ne peuvent que baisser. Et comme encore une fois, les actions, dès que le prix baisse, c'est terminé, puisqu'on va enfoncer les supports, et dès qu'on enfonce les supports, derrière, c'est récession. Donc c'est bien ce jeu-là. Je vous dis, quoi qu'il arrive, le temps joue contre nous, mais on a encore une petite marge, un petit créneau de 4 à 6 mois, de 3 à 6 mois, pour faire les cons. Et ça, évidemment, Wall Street aimerait bien le faire. Voilà, c'est le scénario où on vous vend effectivement la tranquillité jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est le scénario permaboule. C'est celui qui est là. Voilà. C'est-à-dire qu'hier, le VIX va clôturer à 14,2. Voilà, magnifique. Le VIX hier a clôturé à 14. Voilà, 15, sous les 15. C'était important. Voilà. Quand vous regardez le VIX, en fait, d'un point de vue daily, on va le regarder en CBOE. Voilà. Voilà, en plus, il est là. On va le regarder donc version CBOE. Voilà, c'est magique. Hier, la volatilité, non, il se passe quoi en fait, tout simplement? Là, ce que Wall Street vient de vous dire, c'est hier, c'est bon, on a connu la phase de stress sur la lire turque. Maintenant, c'est terminé, la lire turque, c'est du passé. Donc, on est reparti pour un cycle haussier, probablement comme celui-là, de même envergure. On va dire un petit 1 à 2 mois, on va tirer jusqu'à fin septembre. Et si on peut essayer de tirer et de contenir la volate jusqu'à octobre, tout va bien. En octobre, c'est pas grave, la saisonnalité est baissière, on le sait. Donc à ce moment-là, on laissera peut-être la volatilité s'apprécier. Encore une fois, c'est un jeu très dangereux. Moi, je l'ai dit, à ce jeu-là, le jour où on va retrouver la volate, elle va peut-être même pas s'arrêter à 32, elle va aller à 60. Donc, faut faire très très attention. Moi, je vous ai dit, on fait mumuse avec les valorisations. Si on fait ça, c'est une nouvelle bulle. C'est une bulle obligatoire. Ça veut dire que Wall Street sur le S&P 500 ira s'enfermer sur le sommet historique. Il faudra trouver un secteur porteur, mais vous avez bien compris quel va être le secteur porteur, ça va être Apple. Peut-être une autre cape avec ça pourrait être bullesque. Il y en a une autre où je pense qu'on peut faire, et on va en parler, voilà, c'était la clôture d'aujourd'hui, c'est Nvidia. Tout le monde en parle, c'est-à-dire que en fait, pour le moment, Nvidia, oui, ça ne donne pas les signaux d'une bulle. C'est-à-dire que, enfin si, c'est aussi une grosse bulle, hein, voilà. Mais ça peut n'être que le retour de volatilité. C'est-à-dire qu'en fait, sur Nvidia, si on veut mettre une bulle, il y a encore la place. Voilà. Il y a encore la place sur Nvidia de vous dire « Oh putain, un truc complètement vertical ». Il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez la phase ralentissement, d'accord, volatilité, voilà. Le truc, c'est que là, Nvidia, les rêves de Wall Street seraient que, hop, aujourd'hui, enfin c'est ce soir, ça publie. Ce serait dans ce cas-là de vous dire, voilà, on vient sur Nvidia, ils voudraient faire quoi en fait? La même chose qu'Apple. C'est-à-dire que là, il faudrait que les résultats d'Nvidia soient bons, bam, on gape de 7-8% exactement comme l'a fait Apple. Et évidemment, derrière, on racle. Vous voyez, c'est ça l'objectif. C'est ça qu'ils veulent essayer de faire Wall Street. Pour faire une bulle, il faut faire acheter les cons. Mais pour faire acheter les cons, il faut que les prix montent et accélèrent et aillent toujours plus vite. Donc là, eux, ce qu'ils veulent, effectivement, c'est un autre gap qui sera soit un gap d'essoufflement, et derrière, je dis, c'est game over pour tout le monde. En gros, on tente notre coup, mais ça passe pas.
L'autre option, je vous dis, c'est malheureusement, Nvidia, ça se plante, ça réouvre là demain, et malheureusement, bah là, c'est vraiment game over parce que Apple va suivre, et puis derrière, on va enfoncer tous les supports. Donc, c'est vraiment un jeu très dangereux. Wall Street a bien donné le ton, ça veut dire non, non, tu me vends pas Coco, quoi qu'il en soit, je suis trop balèze et je vais justement tout faire pour te faire le gap d'accélération, venir chercher rapidos le sommet, et puis derrière, je vais t'enfoncer pendant plusieurs mois. C'est ça le scénario Wall Street. C'est clair. Encore une fois, tous les panneaux sont là, ils vous le disent. Non, non, on vend la volatilité, il faut forcément que le pognon aille dans les actions, et puis acheter, peu importe, trouvez-moi un truc qui graphiquement donne envie d'acheter. Effectivement, Nvidia, ça peut donner envie d'acheter. Apple, ça peut donner envie d'acheter. Tesla, bon, clairement pas. Mais ouais, tous les autres trucs, c'est plus achetable. Google, c'est moche. Non, non, on a bien trop tiré, ce truc-là, on peut pas espérer. Donc Google, non, ça vendra pas du rêve. Vous voyez, hop, la même chose, ça tente d'accélérer. C'est ça le destin, en fait. S'il se rate, c'est exactement la même chose que ça. Ça tente l'accélération, et je vous dis, Apple, ce qui les attend, c'est un truc comme ça. S'il se foire, Buffett, et que son coup ne marche pas, c'est un truc comme ça. Et là, eux, ils ont fermé le gap. Je suis désolé, mais Google, c'est un signal de vente mensuel, en fait. D'ailleurs, tiens, je pense que je vais vendre Google, moi. Ça m'intéresse. Je le vois là, mais je vais aller me le faire, ça. Le moins 2% hier, retour sur le gap, ça annonce des choses très moches. Facebook, bon, bah, no comment, hein. T'achètes ça, t'as juste pas compris. Nvidia, on va voir, on saura ce soir. Netflix, no comment, hein, la bulle a complètement explosé et il reste encore du monde à faire. Amazon, voilà, pour moi hier c'est un gros signal de vente. Je suis navré, hein, mais c'est comme ça. Moi j'ai un momentum prêt à baisser, une confirmation sur le sine wave. Moi j'y vais, hein. J'ai pas, encore une fois, j'attends pas Amazon. J'ai dit je short s'il y a avalement baissier. On a avalement baissier, clôture sous le plus bas, j'ai shorté, point barre. Twitter, ça a déjà explosé. Boeing, c'est déjà sur le point d'éclater également. On est sur le support, ils vont tout faire pour essayer de sauver ça. Donc Boeing, ça peut être aussi une des entreprises possibles pour une bulle. Voilà. Boeing, c'est peut-être un candidat de bulle. Bon, après, ça, je veux dire, quand tu vois un truc pareil, c'est vertigineux, ça fait peur, hein, parce qu'encore une fois, là, c'est hop, et puis si ça tombe, ce truc-là, ça peut même tomber beaucoup plus bas que ça. Donc voilà, hein, moi je pense Boeing, c'est effrayant, en fait. C'est vraiment effrayant et ça donne le vertige. Mais ça peut aussi n'être que la phase de volatilité qui précède. C'est-à-dire que là, encore une fois, si on veut créer des valeurs complètement connes, c'est possible. Si on veut créer des prix complètement cons, ici on vous remet un 480 sur du Boeing, ça fait, encore une fois, je vous dis, il faut toujours replacer les trucs dans leur contexte. D'accord ? On finira au même prix sur Boeing. Quoi qu'il arrive, ça aussi, comme du Apple, c'est 80. La question, c'est juste comment on va y aller. On peut très bien, là, vous rajouter un bon 40% de hausse sur Boeing. Mais encore une fois, Boeing, s'il prend 40%, le Dow Jones prend facile 7 à 8% de hausse, rien que par ça. Donc voilà, il faut faire attention, tout peut être très artificiel par des concentrations de flux. Les tendances sont terminées à Wall Street. Il n'y a pas de doute là-dessus. La tendance globale est broad-based, c'est-à-dire que la tendance large, c'est fini, c'est game over. Quand vous avez des Facebook qui prennent des moins 20, il n'y a pas de tendance, c'est pas possible. Par contre, il peut y avoir des maintiens de tendance indicielle, c'est-à-dire artificielle en concentration de flux, ce qu'on appelle des grosses bubules, sur certaines valeurs. Et je pense que pour moi, j'en vois 3, c'est-à-dire Boeing, Nvidia et Apple. C'est celles sur lesquelles, si vous shortez, il faut être ultra spéculatif. Voilà. Parce que tant que pour moi Boeing ça valide pas, faut pas y aller fort. Nvidia même chose. Ce soir je suis déjà préparé psychologiquement à me prendre un gap de 8%. Je suis prêt, hein. Je vous le dis, je suis prêt à le prendre. J'ai déjà prévu dans ma gestion du risque que ça monte plus 15% avant de se péter la gueule. Mais encore une fois, le seul truc c'est que si ça part au sud, si tu vends pas avant, t'es mort. Parce que derrière, c'est trop tard. Donc moi, je vends tout simplement parce que je n'ai pas le choix. C'est ici que se trouve le ratio risque-rendement. Et pour moi, Nvidia, c'est soit ça rouvre là et ça valide et je renforce comme un gros cochon, soit ça va chercher l'invalidation et dans ce cas-là, je vais tenir un petit peu. Et puis si ce n'est pas un gap d'essoufflement, dans ce cas-là, je suis juste mort. Ce sera un nouveau gap d'accélération, ça va partir complètement vertical. Et dans ce cas-là, voilà. Donc les scénarios, c'est ça. J'ai cadré mon scénario, ce que je vais faire, ce que je fais, ce que j'aimerais voir, sur quel niveau ça se valide, sur quel niveau ça s'invalide, et en cas d'invalidation, qu'est-ce que je fais ? Là, c'est simple. En cas d'invalidation, on ne pouvait pas tenir. Donc en cas d'invalidation, je prends mes pertes Nvidia, je prends mes pertes Apple, je prends mes pertes Boeing. Ça, c'est clair. Et dans ce cas-là, je laisse Wall Street faire les couillons pendant 3 mois. Dans 3 mois, je shorte ça pour un crack complet de ces valeurs.
mais pas que de ces valeurs, des indices complets, parce que là, les indices, ils seront juste complètement en pleine déstructuration, c'est-à-dire des Hindenburg-Omen. Il y aura juste, entre guillemets, 5 à 10% de la cote qui tire l'indice et qui fait toute la performance de l'indice, 80% qui lag l'indice, et tout simplement, quand vous avez ça, dès que les 10% leaders tombent, en fait, tout s'écroule, et il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'argent, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, faire très, très attention. Pour l'instant, donc la détente de la lyre, alors que ce n'était pas du tout la raison des baisses, c'est de vous dire, voilà, ça se détend, donc on va jouer du coup les rebonds à Wall Street. Et la phase de stress liée à la lyre est terminée. Et comme ça n'a pas trouvé de relais, eh bien, dans ce cas-là, allons franchir les sommets historiques. Encore une fois, c'est ça la logique à Wall Street. On n'a rien qui permet de franchir les sommets historiques. Mais comme les catalyseurs baissiers ne font pas baisser, c'est un signe haussier. Voilà, c'est la logique contrarienne de Wall Street. Comme on n'arrive pas à baisser, parce que personne ne vend en fait, si on n'arrive pas à baisser, dans ce cas-là, montons. Voilà. Alors que non, en fait, dans une logique de marché, ça ne fonctionne pas comme ça. Si les prix ne montent pas, si les prix ne descendent pas, ça ne les oblige pas à monter. Encore une fois, si les prix ne baissent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acheteurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de vendeurs, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a peut-être pas d'acheteurs. Voilà. Donc le problème, c'est que quand il n'y a ni acheteur ni vendeur, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va chercher les vendeurs, c'est le choix, c'est le postulat systématique de Wall Street en fin de tendance, de chasser le vendeur, soit on va chercher les acheteurs. Et je vous dis, dans ce cas-là, c'est fin de tendance et c'est game over. Mais Wall Street a ce choix systématique de, quand on arrive en fin de tendance, quand les vendeurs ne sont pas là, et même s'il n'y a pas d'acheteurs non plus, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de vendeurs, mais dans le choix, on va tout de suite aller racler les vendeurs au lieu de se dire, bon voilà. Donc il faut faire attention, ça crée des bulles spéculatives, mais par contre, c'est la première fois de notre histoire boursière qu'on risque d'avoir des bulles spéculatives avec des bulles de crédit et des encours en crédit historiquement jamais connus en fait. Voilà. Donc là, on est déjà sous nos culs la plus grosse bulle de crédit jamais faite, c'est-à-dire que 2008 à côté, c'est peanuts. Et en plus de ça, on va peut-être y ajouter une bulle spéculative. Moi, je vous l'ai dit, derrière, ce qui se passera, c'est le cataclysme. Là, c'est probablement la fin du capitalisme si on s'amuse à faire joujou à Wall Street et si le petit pari dangereux de Warren Buffett réussit. C'est-à-dire qu'il ne fait peut-être pas le meilleur pari en fait en jouant ça. Il risque tout simplement de perdre tout son avantage financier parce que j'aime autant vous dire que si le capitalisme demain se fait couper la tête, les mecs comme Warren Buffett, ça va être les premiers à passer sur le grill. Mais bon, lui, il aura quand même bien profité, c'est-à-dire qu'il aura tiré jusqu'à la fin de sa vie avant de se faire couper la tête par les vilains de la rue. Allez, bref, on va regarder le Forex, je veux regarder GBP et je veux regarder l'Eurodoll. Donc l'Eurodoll, ça y est, qui valide mon scénario. Je pense qu'on doit se rapprocher gentiment mais sûrement de l'avalement haussier. On va regarder ça en daily. Voilà, c'est fait, avalement haussier. Donc je pense que c'est le signal haussier daily sur l'Eurodoll. Donc je l'ai acheté en bas. Encore une fois, c'est mon boulot de spéculateur d'avoir raison avant les autres. Mais je pense que comme l'euro-dollar va se reprendre, vous allez voir, moi je suis curieux de voir ce qui va se passer sur le dollar. Mais quand je vois l'USD-CNH prendre moins... Oh putain, voilà. Bon, ok, voilà. No comment, moi je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci. J'étais prêt à être patient sur ce scénario-là. Là, on fait bon gros double exit. Vous allez voir le dollar, voilà. Vous allez voir le dollar, mais encore une fois, on va voir si Wall Street va nous sortir la double peine de dire non, maintenant que le dollar retrace, on attire les capitaux. Voilà. S'ils osent nous sortir ça, là, franchement, moi, je dis magique. Vraiment, j'applaudis. Mais encore une fois, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas stupide. Je ne fais pas partie de ces gens-là qui luttent contre les moulins à vent. Voilà. Donc, c'est vraiment pas ça. Si Wall Street m'impose sa bubule, je vais les laisser faire. Par contre, putain, derrière, ça va être moche, quoi. Et j'aimerais que ce ne soit pas le cas. Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant qu'humain, j'ai une conviction. J'aimerais franchement qu'on évite ça. Surtout pour mon enfant, mais si c'est le choix, c'est le choix. Je ne vais pas me ruiner à essayer de corriger Wall Street. C'est pas mon rôle, quoi. Moi, je suis sur les marchés pour prendre du pognon. Maintenant, je ne cautionne pas le suivi de cette bulle, tout simplement parce que je ne veux pas prendre part à ces saloperies. Je trouve ça extrêmement malsain et ce qu'on fait derrière va causer des cataclysmes énormes et je ne veux absolument pas en être responsable. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc le dollar qui devrait se calmer, ça devrait donc normalement relâcher les scénarios sur le gold,
Voilà, hein, bon, nos comments sur le Gold en daily. Ils ont fait Mumuse, ils ont fait les couillons. Cette nuit, on est même allé chercher 1160. Yes, bravo les gars, vous êtes super forts. Encore une fois, on imprime des prix stupides, toujours plus débiles les uns que les autres. Je vous ai dit de toute façon, pour moi, le Gold, ils font les couillons. J'achète par là, je me pose pas de questions. C'était les supports, c'était les zones de prix que j'avais identifiées pour acheter. Là, en clair, on vient d'imprimer les prix les plus bas possibles. Hein. On va quand même aller jusqu'à 1160 sur l'once d'or, je trouve ça fort. Hein, c'est pour ça que quand on spécule, il ne faut pas de stop, tout simplement, parce que là, si hier vous achetiez 1185, vous mettiez un stop à 1160, bam, putain, vous faisiez racler juste en bas, et là, tu as les boules. Donc là, c'est fini, hein, je pense, sur le délire du gold, c'est game over. Donc là, maintenant, direction la zone rouge, c'est-à-dire 1325. Attendez-vous maintenant à enfilade de gold de 13%, et ça ira plus vite que la phase de baisse. Voilà, hein. Je vous avais prévenu, on va voir comment Wall Street va réagir à ça, mais voilà, ils vont essayer de nous jouer la même, hein, c'est-à-dire que hier c'était hausse du yen, voilà, hein, vous voyez, hausse du yen, aujourd'hui ils vont essayer de vendre le yen, c'est-à-dire que si on relâche la pression sur le gold, qu'on laisse le gold acheter, il faut forcément mettre la pression ailleurs pour qu'il n'y ait jamais tous les facteurs de risque avec les portes grandes ouvertes, sinon les mecs vont y aller. Donc là, ils vont faire quoi? Ils vont mettre la pression sur le yen. Vous avez compris le truc. Donc il va se passer quoi? Là, l'euro-yen, ça ne va pas être le meilleur investissement à court terme, parce qu'ils vont essayer à la fois de mettre la pression sur l'euro, enfin l'euro va retrouver des couleurs par rapport au dollar, et en plus de ça, le yen va probablement être vendu par Wall Street, parce qu'il faut surtout pas que le yen arrive à monter. Voilà, c'est pas possible. Si on a le dollar qui baisse, et le yen qui monte, c'est pas possible, parce que dans ce cas-là, l'USD yen s'effondre, et quand l'USD yen s'effondre, on a peur, hein, à Wall Street. Donc ça voudrait dire, non. Alors regardez ça, c'est franchement pas une structure de tendance, et je vous parie qu'on est allé en train de rechercher les 120, les 120, 138. Je vous le parie, on va aller le voir. Voilà, donc attendez, mais vous dites, le yen, il y a peut-être encore une petite marge aujourd'hui, un petit pullback, mais normalement, ici, ils vont essayer de vous vendre le yen. Voilà, ils vont tout faire pour vous revendre le yen. Ce sera à court terme, encore une fois. Les logiques sont complètement stupides à Wall Street. Mais l'objectif ici, c'est de vous faire le fait que la vague 2 n'est pas terminée. Vous voyez, dans ce cas, ça fait A, B, C. Ça reste un ABC. Enfin, vous voyez que ça, c'est pas une structure impulsive. Donc ça reste du range, et ça vous fait donc en fait A, B, C. Ils vont peut-être même essayer de vous casser le point A pour vous faire chier, parce qu'encore une fois, plus on fait chier le monde sur le yen, mieux c'est. Donc c'est totalement possible. La dynamique reste haussière, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils ont déjà perdu à Wall Street, mais ils vont tout faire pour gagner du temps. Je vous dis, le principe, c'est le temps, c'est de l'argent à Wall Street, parce qu'on vend la volatilité, on essaie de s'en sortir, on essaie de masquer le problème, mais il est là, hein, le problème il est bien là, mais imaginez-vous que s'ils font juste ça, le truc, on ne cassera pas le bottom, mais si une nouvelle fois le yen est revendu et que le dollar remonte, imaginez-vous que l'euro-yen, que je vous ai dit, c'est la perception du risque, c'est la sensibilité au risque, voilà, hop, comme par hasard, le yen, ça fait des TP. Ça veut dire quoi? On peut très bien, on remonte un bon gros coup, on vient vous racler le yen jusque-là pour vous faire chier. L'euro-yen, on revient ici, et puis derrière, éventuellement, on rebaissera. Donc faites très attention. Moi, je pense que l'euro-yen, TP exit, là, je vais peut-être remettre une couche de profit là-dessus, parce que ça commence à me faire sérieusement peur. Voilà. Je pense tout simplement que Wall Street fait tout pour maintenir les boucles fermées. Il ne faut surtout pas que la liquidité puisse s'en aller des actions à Wall Street. On sait très bien que si ça s'en va, c'est game over. Donc moi, je pense toujours que je vais garder quand même de l'euro-yen, parce que je pense qu'on peut y aller tout droit. Mais voilà, à court terme, c'était prévu ici qu'il y ait des oscillations. On les réalise, mais là, je sens que Wall Street, ils essaient de nous la foutre à l'envers, et qu'ils vont probablement essayer de s'attaquer au yen. Donc on va essayer ça, mais voilà. Moi, je les vois bien là en train d'essayer d'attaquer complètement le yen. C'est-à-dire, on détend la lire turque et puis là, le yen, hop, on monte un peu et puis derrière, on essaie de vendre pendant quelques mois, pendant quelques semaines, tout simplement pour maintenir la pression. Maintenir la pression baissière et on essaie de tirer là, tout simplement. Rappelez-vous, si on est dans ce schéma-là, ça fait A, B, C, on échoue ici. Derrière, il resterait 1, 2, 3, 4, 5 à faire. C'est-à-dire, pour arriver au point 5, ça va prendre la forme d'une structure tendancielle. Ça veut dire quoi, encore une fois? C'est parfaitement ce que Wall Street aimerait faire. Ça va vous donner une impression de tendance baissière sur le yen, qui n'arrivera pas à casser le support, hein, on soit bien d'accord, ça restera une structure de consolidation, mais ça va vous donner une impulsion baissière, c'est-à-dire c'est un truc qui aura cette forme-là, un truc bien violent qui va vous faire flipper, et vous allez dire « Ah ben non, mais le yen se détend encore. » Voilà. Donc, si vous voulez la bubule à Wall Street, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont vendre le yen, ils vont vous faire une belle structure de tendance ici,
Le problème, c'est qu'arrivé là, ah merde, putain, on y est peut-être allé un peu fort. Allez, boum, éclatement du yen, implosion complète des valorisations boursières. Et derrière, voilà. Ici, c'est là où, par exemple, s'ils tentent de fausser le timing, c'est là où vous aurez gold haussier, yen haussier, et entre guillemets, tout le pognon des actions qui s'effondre. Et je veux mon argent, vous avez compris le principe. Donc vraiment, faites attention. Wall Street veut gagner du temps. Ils sont en train de nous le faire comprendre. Et donc, dans ce cas-là, attention. Moi, je vois tous les panneaux qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que je sais lire les panneaux permaboule, je sais aussi lire les panneaux permabear, et après, moi, je fais un choix. Je pense que pour l'instant, c'est trop dangereux de suivre le panneau permaboule, parce que tu te réveilles un matin avec une sale news qui est tombée, et tu peux très bien te retrouver avec un -20, et ça ne me choquerait pas. Hein, voilà, encore une fois, ce serait normal. Ce qui s'est produit en 1987, c'est exactement ça. D'un coup, le marché, il n'a rien prévu, puis s'est effondré. Voilà. D'un coup, le marché, sans raison, il a commencé à se retourner à la baisse. Tout le monde était là, mais non, mais c'est boule, il n'y a pas de souci, le sentiment est haussier. Et puis est arrivé voilà, le 19 octobre 87, -20, personne n'a compris. Tu regardais c'est absolument hallucinant. Je vous invite à le faire, et on va terminer l'émission sur aujourd'hui là-dessus, après vos commentaires évidemment. Regardez les archives vidéo de 1987 aux États-Unis, c'est absolument ahurissant. En fait, vous voyez tous les traders de Wall Street qui se demandent comment c'est possible. Ils se disent c'est pas possible, voilà, le sentiment était haussier, tout était là. Voilà, en attendant, ils ont tous été pour la plupart ruinés ce jour-là. C'est arrivé. Donc encore une fois, moi je pense que Wall Street, c'est toujours pareil. Ils savent que ça va arriver, enfin qu'un truc moche peut arriver, mais ils s'en foutent. Et c'est pas dans leur logique d'essayer d'anticiper les problèmes. À Wall Street, on s'en fout. Les problèmes, s'ils arrivent, on aura bien profité. Voilà. C'est affreux ce que je vous dis, mais c'est ça qui se passe dans la tête d'un trader. On aura bien profité. Puis derrière, évidemment, les conséquences de nos actes, c'est tout le monde qui va les payer. Mais c'est pas grave. Moi, en attendant, j'ai pu m'acheter ma belle bagnole, j'ai pu acheter ma baraque avec mes millions. Aujourd'hui, je suis ruiné, il n'y a pas de souci, mais ça a été une belle aventure. Voilà, c'est une belle aventure où on a juste foutu en l'air la vie de milliards de personnes, mais c'est pas très grave. Donc il faut faire attention, hein. Ça c'est vraiment la logique à Wall Street. C'est une logique que ne partagent pas les Européens, une logique que ne partagent pas du tout les actionnaires chinois, sauf les particuliers, hein, qui eux sont avides de volatilité. Mais les investisseurs chinois sont très 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 protectionnistes. En fait, il n'y a que Wall Street qui a cet effet un peu redneck de dire ouais, fuck off, on y va et puis c'est tout. Même si on sait qu'on va tout péter, c'est pas grave. Voilà. C'est vraiment ça, c'est typique de Wall Street. Évidemment, après, quand ça leur tombe sur la gueule, ils sont là à vous dire ah, merde, on comprend pas, on l'avait pas vu venir, on l'avait pas prévu. Si, en fait, les gars, vous faites n'importe quoi, vous le savez que ça va mal finir, mais vous continuez quand même. Au bout d'un moment, ça finit mal et il faut pas venir pleurer. Mais voilà, le truc qui est chiant avec Wall Street, c'est que à chaque fois, ils nous refont ces trucs-là. Et ils pensent, encore une fois, que ça va passer. Donc on va voir si ça passe ou si ça passe pas. Ça se joue clairement dans les jours qui viennent. Soit Wall Street se lance à cœurs et âme dans la bulle, et je pense sincèrement qu'un Nvidia ce soir sera probablement un des catalyseurs qui pourra permettre. C'est-à-dire que si Nvidia gagne de 8%, probablement Apple va prendre 3 ou 4%. C'est très probablement d'ailleurs le coup que essaie de jouer Warren Buffett. Voilà. Donc vous savez très bien, pour moi je vois tous les liens s'enchaîner, ils font tout pour vous donner le mouvement haussier. Moi je vous dis, si c'est le mouvement haussier, je ne suis pas en accord avec ce mouvement-là, je ne le traderai pas. Maintenant, je ne vais pas lutter contre ça. Voilà. Allez, questions, et après je vous laisse. Merci encore une fois Simon. Voilà, très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, allez, encore une fois, on ne va pas polémiquer là-dessus. Si vous faites de l'investissement, voilà, Seb, tu as raison. Je te dis juste bravo. Maintenant, tu fais comme tu veux. S'il y en a qui veulent continuer à spéculer, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis un professionnel de la spéculation et je vous le dis, spéculer maintenant sur vos cryptos et vos altcoins, c'est la chose la plus conne à faire. C'est que vous n'avez pas appris les leçons que j'essaie de vous transmettre si vous continuez là-dedans. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai tort, que j'ai forcément raison. Mais honnêtement, là, vous prenez un risque inconsidéré et je vous ai bien appris que la spéculation, la différence entre un spéculateur qui gagne de l'argent et un spéculateur qui en perdra, c'est simplement la gestion du risque. Si vous ne savez pas gérer votre risque et vous ne savez pas le faire, clairement, je vous le dis, vous allez juste au casse-pipe. En tout cas, vous prenez des risques qui, si ça vous tombe sur la gueule, il ne faudra pas pleurer.
Alors, ça remontera. Les institutionnels sont notamment les week-ends, sont les risques. Arrêtez de chercher à comprendre. Voilà. Sur tout le secteur crypto, je l'ai dit, on paye un prix. Derrière, ça va à zéro, ou ça ira doucement mais sûrement se rediriger vers une tendance haussière. Si c'est tendance haussière, on fera un joli coup. Si c'est pas une tendance haussière, c'est juste un raté et c'est pas très grave. Voilà, soyez zen. Si vous n'avez pas cette attitude zen, si vous avez appuyé sur le bouton achat et que vous êtes déjà en train de stresser, de regarder les graphiques tous les jours, merde, pétez un coup, lâchez l'affaire, quoi. Apprenez à, waouh, faut respirer. Si vous respirez pas, c'est que vous avez mis trop de levier. Et dans ce cas-là, sortez-en un petit peu. Mais bon sang, arrêtez, quoi. Arrêtez de vous prendre la tronche. Ça peut très bien ne pas remonter, mais dans ce cas-là, ça ne doit pas vous tuer, quoi. Voilà. Moi, ça remonte pas, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Alors, on va en lire un parce que je regarde direct. Janvier 2019, le crack, l'Ether sera entre 80 et 145 dollars. Bon, bah, si tu veux. Écoute, moi, je fais ni le timing, ni la boule de cristal. Moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est un prix qui m'intéresse. Maintenant, si ça va à 80 et 145 dollars, je m'en tamponne. Mais grave, mon gars là. C'est ça que tu comprends pas. Je n'en ai rien à foutre que ça aille à 80 ou 145. Moi, maintenant, c'est 0 ou 500. Si ça va à 500, ça va. Si ça va à 0, bah, c'est pas grave. Voilà. Mais je m'en branle. Voilà, tu peux dire ce que tu veux. C'est ça. Ah, ça, c'est dangereux, Yacine. Tu sais ce que j'en pense. Après, moi, encore une fois, je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous dis juste comment il faut faire les choses pour les faire bien et dans une gestion du risque et dans une logique d'investissement et dans une logique financière. J'essaie de vous faire comprendre ce qui se passe dans la tête d'un financier et de ceux qui font tourner ce système-là pour faire comme eux. Maintenant, si vous voulez lutter contre le système pensant que vous serez plus fort et plus malin, vous pouvez le faire. Faites-le. Il y en a toujours qui le font et moi, je n'en vois jamais aucun de ces gens-là réussir à prendre l'argent du marché durablement. À court terme, sur des coups, oui, mais quoi qu'il arrive, plus vous jouez, plus le casino gagnera. Donc comprenez juste comment fonctionne le casino, jouez le jeu, et si vous voulez jouer contre le courant, vous faites comme vous voulez, mais c'est stupide. Voilà. Blablabli, blablabla. Arrêtez d'essayer de comprendre. Alors c'est fou ça. Warwickshire, ouais, oui, bon, bah, il faut faire attention. C'est vrai que la Berkshire, c'est. Alors, à quel point le crash US risque d'affecter l'UE? Bah, je pense que ça ne nous affectera pas plus que ça. Je pense sincèrement pas plus que ça. Je pense que nous, malheureusement, on fera partie des premiers feux, c'est-à-dire que dans le début de la phase récessive, on va se faire tirer dessus par un peu tout le monde. Mais je pense qu'on sera très vite récupéré par la Chine et que ce sera les Américains seront les grands perdants. Moi, c'est comme ça que je le vois. Simplement parce qu'en fait, il faut bien vous dire un truc, c'est que d'un côté, vous avez l'aspect service à Wall Street. Wall Street, ça vend du service, en fait. Voilà, ça vend du service, c'est clairement ça. Du service ou de l'industrie, mais de l'industrie qui n'est pas fabriquée chez eux. Donc en fait, ce qu'ils vous vendent, c'est le service qui va avec la création industrielle et qui fait qu'on va vous le vendre plus cher. La plus-value, en fait, pas la plus-value, la valeur ajoutée sur le secteur industriel. Voilà. Et technologique. Hein. Ce qu'on vous vend à Wall Street, encore une fois, c'est pas le téléphone portable, c'est le logiciel qui est dedans. Mais vous croyez sincèrement que les Chinois ne savent pas faire des logiciels aussi bons? Vous le prenez pour des TB ou quoi? Enfin, aujourd'hui, on sait très bien faire ça. Donc je vous dis, Wall Street surfe sur la vague qui, dangereusement, va lui perdre après, parce que tout repose en fait sur la suprématie du dollar. C'est ce que j'ai toujours dit. Et je pense qu'au bout d'un moment, le monde va s'allier pour tout simplement faire sauter cet avantage qui est complètement injuste. Moi, je ne vais pas utiliser d'autres mots, c'est injuste. Hein. C'est un avantage qu'on supporte, qu'on accepte parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop froisser les Américains. Comme les Américains sont en train de froisser le monde entier, au bout d'un moment, on va juste leur faire un gros fuck et on va leur dire, écoutez, maintenant, vous avez assez joué, bye bye, quoi. Voilà. Et tu enlèves la suprématie du dollar, tu enlèves tout, en fait. Parce que tu leur enlèves tout leur avantage compétitif, tu leur enlèves tout ce délire-là, dès que le dollar se déprécie, on attire les capitaux, dès que ce dollar est fort, la masse monétaire en dollars augmente, donc les valorisations boursières valent plus cher. Enfin, c'est complètement con comme système. Mais encore une fois, tant que ça fonctionne, tout va bien. Hein, j'ai toujours dit, la monnaie,
c'est lié à une histoire de confiance. Aujourd'hui, le dollar reste en confiance parce que personne n'ose s'y attaquer. Mais je vous garantis qu'on va s'y attaquer et je suis prêt à vous parier tout ce que vous voulez que au sein de la prochaine, quand ça va couiner, le dollar couinera avec et le dollar va perdre son égérie d'ici le prochain cycle économique. Ça, j'ai mis ma main à couper. C'est le cycle de l'effondrement du dollar. Enfin, c'est le prochain cycle boursier, baissier, sera celui de l'effondrement du dollar, très probablement. En tout cas, ce sera un des effets collatéraux de l'effondrement des bourses. Voilà. Donc le dollar grand perdant, pour moi. Le dollar, ce sera le grand perdant de la prochaine récession, je pense. Alors évidemment, du coup, il est normal qu'ils aient cet instinct protectionniste, c'est-à-dire que comme on sent que ça va mal tourner, ben on fait tout d'abord pour que ça ne se voit pas, et on fait tout pour tirer tout le jus du monde entier d'abord. Comme ça, après, quand on se pètera la gueule, on pourra attirer le plus de monde avec nous. Hein, c'est vraiment... moi, je vois ça, en fait, si vous voulez, pour moi, la bourse... je fais souvent cette analogie-là, et c'est vrai que j'aurais dû vous faire une émission là-dessus. On le fera peut-être un jour. Moi, je vois ça comme un être vivant, en fait. C'est vraiment un être vivant à part entière. C'est la parabole de l'être humain, des êtres humains, qui se rencontrent vers cette place folle qu'on appelle la bourse. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'automatisme là-dedans et ça perturbe beaucoup de scénarios, mais je vois toujours quand même quelque chose de très humain, pas encore quelque chose de mécanique, enfin de vivant, voilà. C'est normal, un être vivant, quand il sait qu'il va être soumis à un stress, quand il est au pied du mur, la première instinct qu'il a, c'est un instinct protectionniste. Voilà. Et en fait, c'est ce que fait l'humain bête, en fait, l'instinct protectionniste. Moi, je pense que l'humain intelligent, tout simplement, il voit le risque et il va tout faire pour minimiser les impacts du risque. Mais Wall Street, c'est souvent pas comme ça. C'est ce que vous avez, c'est les logiques qu'on a actuellement en fait en zone européenne, et c'est des logiques intelligentes. On sait que ça va chier, donc on fait quoi? On sort l'argent. C'est normal, on le sort avant qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde. Mais à Wall Street, non, ils ont voilà, je vous dis, ce côté redneck de dire fuck off, nous on y va. Moi je sais que ça va mal finir, je vois le risque, mais je m'en fous, je fonce. Tu vois, c'est vraiment l'héroïsme américain. En fait, tu te dis là par exemple, c'est un peu la scène finale du film à teubé, blockbuster américain. Tu sais que le héros va mourir, il a 15 000 mecs en face de lui qui pointent les mitraillettes dessus, et il va faire quoi? Au lieu de réfléchir et de dire on peut discuter, il va juste partir en courant vers les balles et se faire transpercer, et là, fin du film. Voilà, c'est ça en fait la différence, si tu veux, entre Wall Street et les autres places boursières. Nous, on anticipe les risques, et comme on sait que ça va être cataclysmique, on sort un peu le pognon tant qu'on en a. En tout cas, on gère nos risques. Je n'ai pas dit qu'on sortait tout, j'ai dit que voilà, tu vois les pullbacks qu'il y a en zone euro et compagnie, c'est parce qu'effectivement les capitaux sont plus protectionnistes, on anticipe les risques. Voilà. En tout cas, on price les risques. Eux, ils s'en foutent. Voilà. Eux, le risque, c'est quoi? Non, je suis trop fort, je suis un super-héros. Les balles ne m'atteindront pas, tu vas voir. Si elles ne t'atteindront pas. Mais bon, encore une fois, c'est pas grave. Ils préfèrent une fin héroïque. Laissez-les faire leur fin héroïque. Quoi qu'il arrive, ils finiront à terre comme tout le monde. Et c'est comme ça. Donc voilà. Laissez-les faire. Moi, je pense que c'est pas gênant. Mais je pense pas que l'Union européenne sera la plus touchée. Parce que nous, tout simplement, on va enfin... voilà, c'était ça en fait l'argument sur lequel je voulais arriver. Je vais divaguer un peu. Donc les Américains, c'est le service, ou en tout cas la vente de rêves et la plus-value, enfin la valeur ajoutée sur les valeurs. La Chine, c'est la production, c'est-à-dire c'est l'usine du monde en fait, la Chine. Hein, voilà. Mais encore une fois, au bout d'un moment, le travailleur, quand il voit comment son patron travaille, il se dit bon bah écoute, je vais juste prendre ta place parce que ce que tu fais, c'est de la merde. Tu passes la journée sur ton ordi à faire du solitaire. Oui, enfin, je veux dire, moi, quand j'ai travaillé à l'usine, c'est le premier truc que je voyais. Hein. Je voyais mes chefs se la branler à longueur de journée, et je me disais, toi, un jour, je vais prendre ta place, et puis en plus de ça, je ferai tout pour que tu sois au chaume du derrière. Bon, voilà, hein, c'est un truc, c'est toujours pareil. Mais c'est en attendant. Après, la vie est comme elle est, c'est-à-dire que avant de prendre la place de mon patron, je suis passé à faire tout simplement autre chose de ma life. Mais voilà. Bon, bref, c'est tout simplement ça. Donc, il faut faire attention. Parce que généralement, l'aspect productif fait que quand on produit, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est capable de faire les choses tout seul. Et quand on s'en rend compte, le mec qui fait 30% de valeur ajoutée sur votre produit, vous vous dites, ok, je vais juste te foutre à la porte. Et puis moi, je vais le vendre, je vais marger 15 €. Et puis je vais te bouffer toutes les parts de marché. Et puis comme derrière, tu ne peux pas produire au même tarif... Voilà, quoi qu'il arrive, si tu veux, le producteur aura toujours raison. C'est ça. Historiquement, ça a toujours été comme ça, si tu veux. C'est le rapport de force entre le fort, le faible et tout ce que tu veux. Voilà, c'est une oscillation. Le fort a souvent raison, mais au bout d'un moment, le faible coupe les têtes et puis il reprend le pouvoir. Hein,
Je dis toujours, tu prenais les châtelains à l'époque, ils ne savaient pas faire pousser une tomate, ils ne savaient pas faire pousser une patate, c'était les mecs dans les champs qui faisaient ça. Alors les mecs étaient des abrutis, encore une fois, ils n'étaient pas très intelligents et tout ce que vous voulez. Comparé aux châtelains et compagnie, ben, ça n'a pas empêché que ceux qui ont coupé les têtes des autres, c'est pas les châtelains. Voilà. Ils se sont fait couper la tête, et c'est souvent comme ça. Donc je pense que l'Amérique a plus à perdre, c'est clair pour moi, c'est évident. Maintenant, quand c'est juste une question, quand est-ce que la Chine va se soulever? Moi je pense qu'elle a toutes les raisons de le faire, et de dire un bon gros fuck aux Américains. Mais pour faire ça, il va falloir qu'elle s'allie avec le reste du monde. Et c'est pour ça que je pense que les mains tendues commencent. C'est-à-dire, je vous rappelle quand même qu'on a eu un accord historique avec le Japon. Le Japon a dit aucune taxe. Le Japon et l'Europe se sont dit, ok, nous on mettra plus jamais aucune taxe sur aucune exportation. C'est freelance. Voilà, c'est zéro taxe import-export avec le Japon. Et je peux vous garantir que ça ne tardera pas d'arriver avec le reste du continent, on va appeler ça un continent, du continent asiatique. Donc en fait, l'Europe, elle n'aura pas 50 millions de choix. Soit elle va se rallier au bloc chinois, soit elle va se rallier au bloc américain. Et vous verrez bien qu'au bout d'un moment, le bloc américain, désespéré, se voyant tout seul finir sa partie héroïque, va essayer de tendre des mains. Et à ce moment-là, on leur tapera dessus. Voilà. Donc c'est très simple, c'est comme ça que je le vois. Là, ils sont en train de faire n'importe quoi, les Américains, en train de s'isoler complet. Le problème, c'est que tout simplement, le reste du monde va s'allier contre eux et on va leur dire au revoir. Voilà, vous avez margé, vous avez eu un avantage non négligeable pendant des années. On va vous enlever cet avantage et puis on va voir comment vous vous démerdez quand vous êtes seul face au reste du monde, en sachant que allez-y, les entreprises comme Apple et compagnie, il va falloir être fort. Je regardais hier un article en fait sur la robotique, puisque je vous avais dit, je pense investir dans la robotique et dans l'IA et dans ces trucs-là. En fait, moi je me dis demain, mis à part effectivement l'IA, les Américains, ils vont être bons à rien en fait. Ils pourront pas produire parce qu'ils sont trop chers et puis ils seront pas compétitifs. Alors ils vont essayer de faire baisser leur dollar, certes c'est bien, mais va falloir faire baisser le niveau de vie des Américains avec. Et ça c'est pas gagné. Donc voilà, on va voir le truc, mais moi j'y crois pas. Donc je me dis les Américains demain ils ont tout à perdre. Et ils continuent cette logique stupide. Voilà, c'est le moment où là, honnêtement, ils devraient juste faire en sorte de pas trop nous énerver pour qu'on leur tape pas dessus pendant la phase récessive et dans le prochain cycle économique. Là, ils font tout pour qu'on ait juste envie de les sanctionner quand ils vont tomber, quoi. Donc c'est qu'une question de temps. Voilà. Mais jouer ce jeu dangereux, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, putain, 1h19, on continue. Oh putain, en plus il y en a beaucoup. Alors. 10 fois le volume. Peux-tu, s'il vous plaît, 10 fois le volume sur tes vidéos? Je n'arrive pas à entendre sur le bus volume au max. Je suis désolé, je ne peux pas mettre plus fort. Voilà. Ok, oui, c'était pour ça qu'on n'avait pas trouvé Hydro-Québec. Alors, stockage d'or, site internet. Ah non, surtout pas. Alors là, site internet, tu oublies. On est en France, tu vas dans un comptoir de l'or, tu en as dans chaque ville, chaque grande ville de France. Tu vas tout simplement au comptoir de l'or, tu achètes ton lingot, tu rentres avec, tu serres un peu les cuisses en rentrant chez toi, et voilà, tu le planques après tout simplement, ou tu le fous à la banque si tu préfères, c'est comme tu veux. Voilà. Ouais, fais si tu veux, c'est un choix à faire. Voilà, il y a des choix à faire, des choix d'investissement. Je n'ai jamais dit que j'avais fait le meilleur choix, je m'en fous. Tout ce que je dis, c'est que moi, je n'ai pas les prix qui m'intéressent sur le Bitcoin, donc je préfère la patience, même si la patience s'avérera être une erreur, c'est pas grave. Oui, ça c'est clair. L'absence de remplacement crédible, t'en fais pas, ça arrivera. Voilà. Ça arrivera, et je t'ai dit qu'avec le système de la crypto-devise, il faut une monnaie stable et transparente pour les échanges mondiaux. Je suis sûr et certain que le FMI imposera une crypto-devise au monde entier dans la prochaine crise financière. Je ne sais pas quelle crypto-devise ce sera, mais je peux te garantir qu'il y aura une crypto-devise qui servira à faire les échanges internationaux et plus le dollar. Voilà, donc tu verras, je ne t'ai pas dit que ce serait BTC, je t'ai juste dit, pour moi c'est évident, ils prendront une technologie adaptable, scalable, et ils feront en sorte que les transactions internationales soient faites dans une monnaie neutre et non contrôlable par personne. Et tu verras que tout simplement, à ce moment-là, le dollar, on lui dira gentiment bye bye, on lui dira « Ah, mais pourquoi on ne faisait pas ça avant ?»
Hein, encore une fois, voilà. Pour moi, la vraie révolution de la crypto-devise, c'est surtout à ce niveau-là. Pour moi, il y a une crypto-devise obligatoire qui se mettra en place pour gérer les transactions internationales et tout simplement l'indexation des matières premières, pour arrêter tout simplement les manipulations d'État que font les Américains depuis des années, qui sont intolérables aux yeux des Chinois, mais qui pour l'instant n'ont pas trouvé le moyen de s'y attaquer. Je te garantis qu'aujourd'hui, ils savent qu'il y a un moyen, que c'est ça, que c'est la crypto-devise, et je te garantis qu'ils attendent juste une petite crise pour l'installer. Non, je fais plus. Alors on pourrait le faire, le margin trader et compagnie, mais maintenant vraiment, tout ça c'est des outils spéculatifs. Voilà, j'en avais besoin avant pour gérer mon crack et spéculer dans le crack. Maintenant je viens d'investir, je me fous du reste. Voilà, je me fous de savoir combien il y a d'acheteurs, combien il y a de vendeurs. J'ai dit j'ai payé le prix qui m'intéressait, le reste, voilà. Arrêtez de chercher à comprendre, voilà, vraiment arrêtez. Du Twilio, je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est une crypto, je m'en fous. Mais non, pas de l'or papier, nom de Dieu, ce n'est pas possible. L'or papier est indexé en dollars. C'est-à-dire vous achetez de l'XAUUSD ou vous vendez de l'XAUUSD et ces contrats ne vaudront plus rien puisqu'on va désindexer l'or du dollar après. Et ça, forcément, c'est complètement con. Donc, non. Tout ce qui est hors papier, c'est pas possible. Voilà. Si vous voulez stocker du capital à travers l'or pendant la récession, ça se fait uniquement via de l'or physique et pas de l'or papier. Alors ça, je sais, tout le monde me sort ça, non. Voilà. Moi, je m'en fous, je crois ce que je vois, et ce que je vois, c'est que les deux ont un destin différent, même s'il y a des liaisons, ces corrélations, elles sont mises à mal, et elles ne m'intéressent pas. Voilà. Je pense pas, encore une fois, pour moi, les cryptos, ça s'échange d'abord par rapport à des données fiduciaires, à des monnaies fiduciaires, ensuite et en second plan seulement par rapport au BTC. C'est-à-dire que c'est vraiment les particuliers en fait qui achètent du BTC et qui après vont acheter un peu d'Ether et compagnie. Non, une banque, elle va faire ETHUSD, BTCUSD, elle s'en bat les couilles de passer par du BTC pour acheter de l'Ether. Voilà. Donc la liaison BTC, machin, c'est surtout un délire de particulier. Moi, dans la logique financière et la perception que j'ai du système financier, le jour où, et je pense qu'ils sont déjà en train de le faire, les institutionnels commenceront à dire ok BTC on va peut-être en prendre un peu au cas où, ils le feront tout simplement à partir des échanges en dollars, en euros, mais ils passeront de la fiduciaire à la crypto-devise qu'ils veulent acheter. Ils en ont rien à foutre de passer par BTC d'abord. Voilà. Et de toute façon, ils n'achèteront que celles qui peuvent être achetées que par le dollar. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis, pour moi, le IOTA, non. Parce qu'aujourd'hui, IOTA, tu es obligé d'en acheter. Je n'ai pas, moi, un exchange, là. Si vous en avez un, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais moi, je n'ai pas trouvé d'exchange qui permette d'acheter du IOTA en dollars. Mais directement, hein, et je ne parle pas du SDT et compagnie. Je parle de vrais dollars. Vous dire, là, je veux mettre tant de dollars, je veux des IOTA. Voilà. Moi, le jour où il y aura ça, déjà, je me dirais, ok, IOTA, c'est un petit peu plus sur la bonne voie. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que ça se fait avec le Bitcoin Cash, ça se fait avec BTC, Litecoin, Ethereum, Ripple, et il y en a un autre, je ne sais plus quoi. Mais en gros, moi, tu prends Bitstamp. Voilà. Tu prends ce qu'il y a sur Bitstamp. Moi, je te le dis, pour moi, c'est là que le volume professionnel se positionne, via des plateformes comme ça. Et pas via du Bitfinex, des trucs comme ça, BitMEX, on n'en parle même pas, quoi. Oh, tiens, NIO, oui, en plus, je connais, je connais. On va regarder ça, effectivement. Tais-toi, hop. Alors, un spécial Wall Street, où il entend lever 1,8 milliard de dollars et ambitionne ouvertement. Voilà, bon, tout simplement. Oui, non, mais c'est tout con, hein, mais voilà, encore une fois, moi je l'ai toujours dit, les marges américaines reposent sur la hype, sur des trucs comme ça, sur un savoir-faire américain qui en fait n'est pas du tout américain. C'est un savoir-vendre américain. Voilà. Les Américains, sont surtout de très bons commerciaux, mais l'ère dans laquelle on est, avec les pressions économiques, la pression aujourd'hui, c'est le prix. Et je suis navré, mais le prix, au bout d'un moment, ça devient plus important que la hype. C'est-à-dire que tout simplement, au bout d'un moment, quand ton salaire augmente pas et que le prix des téléphones augmente, au bout d'un moment, tu arrêtes d'acheter des téléphones de plus en plus chers. Tu vas simplement acheter un téléphone chinois et tu vas dire ah putain, mais en fait pourquoi je me faisais chier à acheter des iPhones à plus de 1000 euros avant, alors qu'un téléphone chinois à 100 balles fait tout aussi bien le job, il est tout aussi joli. Bon, certes, il va durer peut-être un peu moins, mais encore une fois, quand le rapport de prix d'achat est de 1 pour 10, je veux te dire,
Je connais aucun iPhone qui dure 10 ans. Hein. Par contre, mes téléphones chinois, moi je l'ai, hein, celui que j'ai à côté, là, téléphone chinois, hein, 125 euros. Il marche toujours très bien. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et comme je dis, la différence, c'est que moi, je ne vais pas payer une assurance en plus sur mon téléphone. Je m'en bats les couilles. Il tombe, je lui pète l'écran, je ne vais pas changer l'écran. Je vais le filer je vais le filer à un magasin de téléphonie pour qu'il le recycle et je vais en racheter un. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc si tu veux, après tu prends la logique comme tu veux. Si tu préfères t'endetter pour acheter un iPhone, parce que quand tu vas l'acheter chez ton fournisseur, et probablement chez Orange pour la plupart, tu n'as pas l'impression de mettre 1000 balles, mais tu les mets les 1000 euros en fait. Tu les mets de manière indirecte et tu les mets avec du crédit. Tu vas peut-être pas payer 1000 euros ton téléphone. Allez, je suis d'accord, tu vas le payer 800 euros. Voilà. Mais c'est ça en fait la finalité. Tu payes 800 euros ton téléphone. Sérieusement, ça sert à quoi d'avoir un truc à 800 balles dans ta poche pour avoir l'air comme les autres? Je te rassure, quand je sors mon téléphone, les gens ne me prennent pas non plus pour un teubé. Tu es sûr que tu sors un 3310 et aujourd'hui ça la fout mal. Mais voilà, donc je pense que cette ère-là, elle va s'enterrer avec la je te dis, c'est l'ère où en fait ceux qui construisaient demain construiront tout. Et puis ils arrêteront de laisser aux Américains les marges qu'ils ne méritent pas. Hein. Alors les Américains, ils auront toujours, je vous dis, un truc à faire, c'est l'IA. Mais encore une fois, les Chinois peuvent aussi faire de l'IA. Alors ils feront probablement de l'IA moins bien, mais moi je pense qu'ils feront surtout de la robotique. Et qu'effectivement, en gros, le truc, c'est que la Chine, demain, elle fabriquera les robots. Et les Américains fabriqueront le software à mettre dans les robots. Et encore une fois, ils feront quoi? Ils te vendront le fait qu'ils ont un meilleur software et nani, nanana. En fait, c'est toujours les mêmes rapports de force, sauf que le jeu va changer. Les choses changeront évidemment. Et comme ils auront perdu cet étalon dollar, tu verras que leurs positions offensives seront beaucoup moins nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent se le permettre. Demain, ils ne pourront plus se permettre ça. Ils se contenteront tout simplement, comme je vous dis, faudra trouver, je vous l'ai dit ça, hein, c'est clair et net, post-récession, il faudra trouver et miser. Aux États-Unis, il faudra trouver la boîte qui va gérer les IA. Bon, pour moi, c'est tout donné, hein, c'est Google, ce ne sera pas Apple. Maintenant, Apple peut nous sortir un truc complètement ouf, mais pour moi, c'est carrément Google, le roi de l'IA. Hein. Donc, à voir. Mais moi, sur le prochain cycle, je mise avant tout sur Google. Voilà. Bon, allez, bref. Donc, je vous laisse. Là, ça fait 1h30 d'émission. Ça suffit. J'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve demain. Soyez sages. Bye bye.